go deep and picked off. Intercepted by Ambry Thomas. We'll see a pickup come down the right side possibly. Montana looking, throwing in the end zone. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce 33e épisode du Faceful Podcast, un épisode où on va débriefer tout simplement le niveau des joueurs tout au long de la saison. À commencer dans cet épisode par l'attaque, on aura un épisode défense la semaine prochaine normalement, donc voilà, on va parler de tout ce qui s'est passé niveau attaque, joueur par joueur, même les joueurs qu'on a peu vus, on aura sûrement moins de choses à dire sur certains, mais on va parler de tout le monde, comme ça tous les noms seront cités, et pour m'accompagner dans ce podcast, Olivier, Kevin et Loïc. Salut les gars. Salut à tous. Salut tout le monde. Salut. Avant de commencer le joueur par joueur, je vais vous demander chacun votre tour, qu'est-ce que vous en avez pensé en global du niveau de l'attaque cette saison. Kevin, pour toi, l'attaque, qu'est-ce que ça a été en global cette année? Wow, ça a été un peu de tout, je dirais. Le début de saison complètement cataclysmique. Et puis petit à petit, une montée en puissance malgré les changements incessants de quarterback. On aura l'occasion d'y revenir. Et puis, quelques petites déceptions. On en a parlé la semaine dernière avec quelqu'un comme Deebo Samuel. Mais aussi des confirmations au plus haut niveau avec Brandon Ayuk, avec George Kittle. Une ligne offensive bien meilleure que ce à quoi on pouvait s'attendre en début de saison. Donc, ouais, des grosses satisfactions, quelques petites déceptions, mais finalement pas tant que ça. Et une saison quand même aboutie, selon moi, sur le plan offensif. Olivier? Bah écoute, un peu comme Kevin, je veux dire, on a fait une saison qui est largement réussie. Offensivement, on est monté en puissance tout au long de la saison. On en parlera en détail des joueurs. On a pas mal de joueurs qui se sont révélés au plus haut niveau. On avait des petits jeunes qu'on a sur la ligne sur lesquels on s'inquiétait. On en parlera, je pense, en détail. Donc, ouais, très satisfait de la saison. Puis bon, quand on voit les résultats qu'on a, tu ne gagnes pas 12 matchs d'affilée si tu as une équipe qui est moyennasse. Je veux dire, on était parti pour jouer, pour faire partie des meilleures équipes. On finit dans les 4 meilleures équipes comme l'année dernière. Donc, pour moi, d'un point de vue offensif, on a fait ce qu'il fallait en progressant. C'est ce qui m'intéresse le plus. C'est la notion de progression, même en jouant avec 3 quarterbacks différents. Loïc? Moi, comme Olivier et Kevin, je retiens une montée en puissance qui fait plaisir. Et surtout, je dirais que notre attaque a dépassé les attentes. Autant la défense, j'en attendais beaucoup, autant l'attaque, je ne savais pas trop à quoi m'attendre, que ce soit avec Trey Lance ou même après sa blessure avec Garoppolo. Et là, je pense qu'au poste de quarterback, on a eu mieux que tout ce qu'on a eu à ce poste-là depuis un certain nombre d'années. En tout cas, moi, je suis la NFL que depuis 2018. Je n'ai jamais vu avoir des aussi bons quarterbacks cette saison. Et je dis des, parce que pour moi, et Garoppolo et Brock Purdy ont fait mieux que ce qu'on avait avant. Et non, dans l'ensemble, très satisfait de cette saison en attaque. Et il faut souligner aussi un changement de visage. Avant, c'était Garoppolo et Deebo Samuel, le visage de cette attaque. Maintenant, c'est Brock Purdy et Christian McCaffrey. Ouais, globalement, je suis d'accord avec vous. On a, comme Kevin l'a dit, eu des débuts un peu compliqués avec des premiers matchs où ça avançait pas terrible. Après, Garoppolo a pris le lead, puis Brock Purdy après la blessure, et ça a vraiment bien tourné. Il y a eu l'arrivée de McCaffrey, forcément, qui a fait énormément de bien. Mais dans l'ensemble, l'attaque a été solide. On savait que ce serait pas notre point fort, puisque on a une défense absolument fantastique, mais elle a largement tenu le cap de nos ambitions. Donc pour le coup, pas grand-chose à dire sur l'attaque qui a bien tourné. Au niveau des stats, juste avant de parler joueur par joueur, on a été 5e de la ligue en yards par match, 13e en yards à la passe par match, 8e en yards à la course par match. Donc ça veut dire si on est 5e au total, ça veut dire qu'on a aussi bien réparti malgré la vision qu'on a du jeu très axé sur la course de San Francisco. Et on est 6e en points. Donc c'est quand même des statistiques plutôt honorables. Et on va commencer par le commencement, par le poste de quarterback. Et donc le premier nom pour le poste de quarterback, c'est notre premier titulaire. J'ai envie de commencer par lui, Trey Lance. Un seul match complet. Au total sur la saison, c'est 15 sur 31, 48%, 0 touchdown, 1 interception, 194 yards. Après, évidemment, avec un échantillon très, très faible avant sa blessure contre les Seahawks. Ouais, c'est ça. Sa blessure à la cheville contre les Seahawks. Il joue contre les Bears et il se bat contre les Seahawks en semaine 2. C'est ça, exactement. Kevin, même si l'échantillon est très court, qu'est-ce que tu as pensé du peu qu'on a vu de Trey Lance ?
C'est sûr que c'est difficile à juger parce que contre les Bears, il y a des conditions qui auraient mis en difficulté n'importe quel quarterback pour jouer à un niveau normal. Et ensuite, il se blesse assez tôt face aux Seahawks. Donc, c'est un peu limité malgré tout. Je cède pas à ce que je peux voir sur certains réseaux sociaux qui montrent une certaine baisse de confiance en lui ou une non-confiance du tout en lui. J'ai trouvé plutôt intéressant ce qu'il a fait. En pré-saison, c'était quand même intéressant. Contre les Bears, il y a quelques actions sympas aussi qui montrent un certain potentiel à exploiter. Et puis après, c'est compliqué de se prononcer, mais j'ai plutôt apprécié ce que j'ai vu de lui en attendant évidemment plus, chose qu'on n'a pas eu la chance d'avoir, qu'on aura peut-être la saison prochaine. Mais en attendant, j'ai pas perdu espoir et je me dis que ça peut encore totalement être lui le visage de la franchise pour les 5 à 10 prochaines années. Ouais, je te rejoins là-dessus. Évidemment, enfin, on en parlait entre nous avant et on aura ce débat après de Lance Purdy qui sera le titulaire l'année prochaine. Selon le suivi de la blessure de Purdy, on n'a pas trop de nouvelles. En attendant, je suis d'accord avec toi, l'échantillon il est beaucoup trop faible. Il a fait un mauvais match contre les Bears, c'est indéniable. Mais les matchs qu'il a fait l'année précédente, sur les quelques fois où il avait joué, moi j'avais trouvé ça plutôt intéressant. Je trouve qu'il y a un vrai potentiel. Donc voilà, on n'aura pas eu l'occasion de voir. On ne saura jamais si on aurait performé aussi bien avec lui comme titulaire. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Olivier? Alors, dans l'ensemble, je suis d'accord avec ce qu'a dit Kevin. Après, moi, je mettrais un bémol sur vos deux paroles à tous les deux. Parce que déjà, vous expliquez qu'il a fait un mauvais match. Et que l'année dernière, on a eu un échantillon sympathique. Ok, d'accord. Ça, c'est s'il n'y a personne. Malheureusement, et je sais que je ne suis pas le premier à plonger dans le train de l'hype, comme j'ai dit la semaine dernière, mais le petit Purdy, il n'a pas fait un seul mauvais match. Et tous les matchs qu'il a joué, lui, en tant que titulaire, il les a gagnés. On va m'expliquer, il y avait la météo, il y avait des nuages, il y avait de la pluie. Je m'en tape, c'est le football américain. Le but du jeu, c'est de gagner. On ne va pas refaire comme en début de saison. Donc voilà, c'est juste pour dire, on ne peut pas perdre espoir en Trey Lance, mais malheureusement pour lui, ce qui se passe, c'est qu'il y en a un qui est arrivé et qui a quand même défoncé les portes du saloon pour dire bonjour, je suis là. Donc, à lui de prouver qu'il a des capacités, et des capacités aussi bien en tant que joueur, mais surtout de leadership. Et c'est sur ce point-là que moi, je vais l'attendre en particulier, parce que sur ce qu'on a vu circuler, il n'y a rien eu à voir, et ce n'est pas de sa faute à lui. Je ne remets pas en cause ses qualités. Loïc? Moi, je pense que son niveau de jeu, c'est même pas le sujet. Je pense que ce que je retiens, ce qu'il faut retenir, c'est ses blessures. Moi, l'une des raisons pour lesquelles j'étais content, peut-être même la principale raison pour laquelle j'étais content qu'on change de quarterback quand on fait le trade-up à la draft il y a 2 ans, c'était qu'on puisse drafter un quarterback qui, contrairement à Garoppolo, serait plus stable, qui se blesse pas une saison sur deux toute la saison. Et là, avec Trey Lance, l'échantillon est faible. Il a joué que 5-6 matchs si on compte les matchs de pré-saison. Et il se blesse combien de fois? Il se blesse en pré-saison en 2021. Il se blesse contre les Cardinals ou les Seahawks, je ne sais plus, en 2021. Et il se blesse de nouveau cette saison contre les Seahawks. Donc, il joue 4 matchs et il se blesse 3 fois. Il y a un problème pour moi. Donc, c'est en ça que moi, je m'inquiète pour son avenir plus que pour son niveau de jeu. Le suivant dans la liste, c'est du coup le suivant qui a pris la main derrière lui, c'est Jimmy Garoppolo, l'idole de Loïc. Jimmy Garoppolo qui sur la saison nous a fait 207 sur 308, 67% de passes complétées, 2437 yards, 16 touchdowns, 4 interceptions, un rating de 103.0. Loïc, du coup j'ai envie de commencer par toi. Est-ce que Jimmy Garoppolo... Mais bien sûr. Est-ce que Jimmy Garoppolo t'a plus cette saison qu'il n'a pu le faire les saisons précédentes? Toi qui étais assez vocalement assez critique de Jimmy G. Oui. Pour moi, jusqu'à sa blessure, il faisait sa meilleure saison en carrière. On l'a même vu faire des trucs de fou comme des passes de plus de 10 yards, ce qui est un progrès. Il a mis plus que 5 matchs à se blesser, donc pareil, à part en 2019, il ne l'a pas fait souvent. Donc oui, je suis content. Non, mais plus sérieusement, pour moi, il fait vraiment sa meilleure saison. Et il n'a pas attendu McCaffrey pour que ce soit le cas. Bon, c'était déjà bon avant. Après, je pense que c'est pas lui notre meilleur quarterback sur cette saison. Mais je suis satisfait de ce qu'il a fait cette saison. Oui. Kevin? Ouais, je trouve ça un peu dur pour lui parce que effectivement, je suis d'accord avec Loïc, c'est sa meilleure saison et ce sera aussi sa dernière. Mais oui, c'était bon ce qu'il a fait. Chez nous.
Et effectivement, c'est triste pour lui de partir là-dessus, mais ouais, c'était quand même très convaincant ce qu'il a offert. Et puis, il se blesse encore. Donc, que dire, ça va être le résumé de son parcours chez nous, et des blessures qui en viennent entacher son parcours. Mais ouais, un bon quarterback, mais je suis assez d'accord avec Loïc, je suis pas sûr que ça a été le meilleur quarterback de l'équipe cette saison. Olivier? Écoute, je suis d'accord sur ce que vous avez dit, hein. C'est sa meilleure saison avec nous. Malheureusement, elle ne se finit pas correctement avec encore une blessure. Ensuite, on ne va pas remettre en question ses qualités de leadership, hein. On a bien vu dès qu'il est rentré que la ligne elle avait un grand sourire de le retrouver. Et dès le premier match, il va faire un QB sneak où tu as tous les mecs de ligne qui lui font un gros câlin. Ça prouve qu'il a cette capacité-là, capacité très importante quand on est footballeur américain. Et oui, c'est sa dernière saison, on en est tous conscients, que ce soit ses fans comme ses détracteurs. Mais on peut lui dire quand même merci parce que ce qu'il a fait a permis carrément à l'équipe d'être sur un très très bon rythme pour finir sur cette belle lancée avec le petit Purdy. Oui, dans le sens, je suis d'accord avec vous. Meilleure saison chez les Niners. On n'oublie quand même pas sa saison 2019 qui est plus que correcte. L'année où on va au Super Bowl. Mais dans l'ensemble, c'est un peu, comme a dit Loïc, un résumé de sa carrière à San Francisco, hein. C'est du correct, moi-même du correct plus cette saison, puis une blessure. Mais faut pas oublier que c'est sa blessure qui nous permet aussi, on va en reparler après, de voir Brock Purdy sur le terrain. Il faut se dire que potentiellement, ce mec-là n'aurait jamais vu le terrain si Garoppolo finit la saison et que Trey Lance revient en forme l'année prochaine. Donc, il y a de ça aussi. On ne peut pas lui dire merci, c'est un coup du sort évidemment. Mais en tout cas, je pense qu'on peut au moins lui souhaiter bonne chance pour la suite. Je pense que l'équipe qui va le récupérer sera très contente de récupérer un mec comme ça, notamment s'il va dans une équipe comme les Jets qui a beaucoup de beau monde autour et qui peut apporter ce petit plus comparé à un mec comme Zach Wilson. Mais en tout cas, ouais, une plutôt bonne saison avant la blessure. Le suivant, bon voilà, on a prononcé son nom à peu près 400 fois depuis le début du podcast. C'est évidemment Brock Purdy qui a pris la suite de Jimmy Garoppolo après sa blessure contre les Dolphins. Brock Purdy, c'est 114 sur 170, 67,1% de complétion, 1374 yards, 107,3 de rating, 13 touchdowns, 4 interceptions en saison régulière. En playoff, 65% de réussite, 3 touchdowns, 0 interception. Donc voilà, pas grand-chose à dire niveau statistique, mais niveau impression, est-ce que vous vous attendiez à voir Brock Purdy à ce niveau-là? Je pense qu'on est tous d'accord pour dire non. Qu'est-ce que vous en avez pensé en général de Brock Purdy, Kevin? Comment s'attendre à ça, un 7e tour de draft, un dernier choix de la draft qui explose comme ça? Je veux dire, c'est pas tous les ans qu'un premier tour de draft performe comme ça. Alors, un 7e tour, un dernier choix, comment s'attendre à ça? C'était incroyable. Les stats le montrent. Le dernier quart de la saison, c'est lui le meilleur quarterback de la ligue, sur les stats pures. C'est bon, évidemment, il y a tout un casting autour qui fait que, il y a un staff qui est capable de le mettre en valeur, il y a tout un contexte autour, mais la performance de ce joueur est complètement colossale. Et puis c'est assez inexplicable comment autant d'équipes ont pu passer sur un tel talent. Ouais, c'est difficilement explicable. Après, il y a cette sale blessure qui peut être inquiétante pour la suite, mais sur ce qu'il a montré, quelle chance! C'était notre 3e quarterback, et c'est lui qui se révèle être le meilleur de l'effectif sur la saison. C'est difficile de trouver les mots, tant c'est inexplicable et c'est quasiment hollywoodien. Loïc? Moi, j'adore. J'ai l'impression qu'il sait à peu près tout faire. Il sait faire le game management façon Jimmy G. Il sait allonger, il sait aller chercher les yards à la course. Bon, sa gestion de la poche, elle fait un peu peur, mais en général, il s'en sort et soit il lance en touche, soit il trouve une solution. Plus souvent, il lance en touche, mais enfin, voilà. Donc, en général, moi, je suis content. J'ai du mal à lui trouver des défauts, si ce n'est peut-être parfois sa précision. Il n'y a pas beaucoup d'interceptions lancées, mais souvent, on a l'impression que ça pourrait faire une interception si le defensive back joue un peu mieux le coup. Donc, attention à ça pour l'avenir, mais avoir du mal à trouver des défauts à un quarterback rookie drafté au 7e tour, c'est déjà absolument exceptionnel, quoi. Donc, moi, je suis optimiste pour l'avenir. J'espère que sa blessure va pas l'empêcher, mais pour moi, c'est lui notre quarterback 1, notre franchise quarterback. Olivier, est-ce que tu es, comme tu en parles souvent, est-ce que tu es monté dans le train de la hype?
Non, toujours pas. Vous savez, ah ben, je vais pas changer d'avis. Je vais faire mon oiseau de mauvaise augure parce que c'est comme ça, vous l'aurez entendu ici et vous pourrez dire que c'est ma faute l'année prochaine ou dans les saisons à venir. Il y a pas mal de choses qui sont passées avec le gamin. Déjà, un point très important que dit Loïc, qui dit sa précision. Honnêtement, on n'a pas gagné la Coupe du Monde de foot parce qu'il a récupéré la chatte à Dédé. Hein, le nombre de fois où il doit se faire intercepter, où les ballons, les meilleurs corners adverses, ils vont toper le ballon ou avoir les doigts pleins de beurre à ce moment-là, ça nous a bien arrangé. Je me rappelle La réussite du champion. Oui, mais c'est ça. Donc, je dis la chatte à dédier, c'est exactement ça. Et donc, ça fait partie des choses sur lesquelles, si ça vient à tourner, ça s'est bien passé pour nous cette saison, parfait. Voilà, ça peut mettre un petit coup d'arrêt. Ensuite, pour avoir vécu quelques saisons de football américain de plus que notre cher Loïc international, Nick Foles, quand il est arrivé, de plus que nous tous, hein, de plus que nous tous. Ouais, voilà, mais voilà. Surtout le petit quand même. Nick Foles, quand il est arrivé la première saison, oh là là, c'est un phénomène, il ne fait pas d'interception et tout. Il en est à son 74e club en 8 ans. Il y a toujours des cas particuliers qui prouvent une chose ou une autre ou l'inverse. Donc, ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est pour ça que j'essaye aussi de raison garder à ce niveau-là. Ensuite, ça n'enlève rien aux qualités du gamin. Je veux dire, il est arrivé dans une situation qui était ok, il a les Avengers autour de lui, mais il faut quand même que tu leur donnes le ballon. On a vu qu'avec Truc, là, j'ai oublié son nom, Josh Johnson. Voilà, Truc. Avec Truc, on s'est rendu compte que c'est pas si facile que ça. Hein. Ce qui apporte de l'eau au moulin de Kevin, qui nous le dit depuis un moment. Voilà, donc ce gamin, il a beaucoup de qualités, beaucoup de personnalité. On sent que les gens jouent pour lui et quand tu es quarterback, c'est important que ta ligne et tes gros jouent pour toi. Et c'est ce qui s'est passé. Et donc, voilà, j'attends. Et à la différence de Loïc, qui lui a donné un contrat à 300 millions la saison parce que c'est le plus beau, le plus fort après 6 matchs, j'attends qu'il y ait un véritable combat entre lui et Trey Lance et que le meilleur des deux gagne la place de titulaire à San Francisco et que ça nous permette d'avoir un putain de quarterback pour les années à venir. Voilà, on verra bien. Après, tu l'as dit, il a fait 7-8 matchs, pas un seul mauvais match. Ça en dit long, ça en dit long sur un quarterback rookie du 7e tour. Mais alors après, voilà, après là, je vais mettre un gros caillou dans le jardin d'Eliott. Mais la draft, putain, les gars, la draft, quoi. Je veux dire, les mecs qui se hypent sur des gars qui jouent dans des programmes de ouf en universitaire où ils n'ont jamais eu d'adversité. Et un quarterback, juste, on va dire, monsieur tout le monde, qui a joué 4 ans à une université, qui a pas un gabarit hors norme, mais qui a juste lancé un ballon face à des adversaires. Et quand il arrive à NFL, lui, il est NFL ready, à la différence de tous les mecs. Moi, je me rappelle, il y a 3 ans, le surnom de Zach Wilson, c'était El Mago, le magicien. Magicien de quoi? Le magicien de quoi, je veux dire. C'est même pas Gartimore, le mec. Faut arrêter, quoi. Non, je veux dire, c'est un peu aussi, pour revenir à ce que tu disais la semaine dernière, et là, je fais une Gonzague, je fais une phrase de 2 heures, c'est la culture de l'instant. Voilà, donc je vais arrêter avec ça, mais voilà, la draft, c'est beaucoup la pièce en l'air. Voilà. Moi, de mon côté, sur Brock Purdy, je vais rejoindre un peu tous vos avis. Évidemment, on s'y attendait pas à ce niveau de jeu. Enfin, moi, pour le coup, je l'avais vu un petit peu jouer à l'université. C'est un quarterback que j'aimais très bien, mais que je voyais pas exploser en NFL. Je voyais avoir potentiellement une longue carrière en NFL, mais la fameuse carrière du meilleur métier du monde, à savoir quarterback numéro 2. Mais je le voyais pas performer comme ça en mettant les pieds sur le terrain. Je pense qu'on a de toute façon tous été surpris, même les mecs qui l'aimaient beaucoup à l'université, parce que en plus de, comme l'avait dit Loïc, de ses qualités physiques, de ses qualités de plutôt bon lancer, même s'il pourrait encore être plus précis, même de bras, hein, parce qu'il est capable de lancer des longs ballons. Moi, c'est son mental qui m'a impressionné. Le mec, c'est un rookie, même s'il a 23 ans, c'est un rookie. Au moment où il a mis les pieds sur le terrain, il était solide, il avait peur de rien. Ses coéquipiers, ils étaient là pour lui. Il a fait des jeux certainement il a fait des jeux pour beaucoup plutôt simples, mais quand tu as les joueurs avec lui autour, ça marche bien. Mais il a aussi fait des jeux assez impressionnants. Je pense notamment à je sais plus contre qui c'était, je crois que c'était contre les Seahawks, cette double feinte de pas sur le côté, et après il envoie un missile à Kittle au milieu. Tu as des jeux qui sont pas simples, hein, qu'il faut bien vendre. Et le mec est capable de le faire. Donc voilà, l'avenir nous dira ce que ça donnera. On espère évidemment tous qu'il réussira le mieux possible, parce que non seulement c'est bon pour nous d'avoir un quarterback
solide. Mais en plus, c'est très bon pour nous d'avoir un quarterback solide avec un contrat de rookie du 7e tour. Parce que il touche rien. Hein. Son salaire, il est ridicule. Donc c'est très bon pour nous. S'il parvient à confirmer ce qu'il a fait cette saison, ce serait parfait. Mais c'est ça qui est impressionnant avec lui, c'est son côté improvisation, parce qu'un quarterback qui obéit et qui reste dans le cadre et qui fait exactement ce qu'on lui demande de faire parce qu'il est très assisté pour le faire, comme a pu l'être Garoppolo à certains moments sous Shanahan, c'est possible. Mais les capacités d'improvisation qu'il a montrées à certains moments, ça montre quand même une certaine dose de talent que tout le monde n'a pas. Ce côté-là, il m'a vraiment impressionné en ce qui concerne Purdy. Oui, absolument. Ouais, je suis d'accord. C'est ce côté qu'on en a parlé pendant la saison, où j'ai dit à 2-3 reprises, il m'a fait penser à Brett Favre. Donc, c'est pas juste un vieux monsieur avec des cheveux grisonnants. Hein. Ça a été aussi un super quarterback au début des années 90. Donc, voilà, il faut... on a vu beaucoup de choses. On a vu un large panel de ce qu'il est capable de faire. Après, comme je dis, gardons les pieds sur terre, ne nous affolons pas, laissons-lui avec son contrat rookie et on verra dans 2 ans si on va la caravane ou pas. Mais Brett Favre, avant de détourner de l'argent, il jouait au football. Putain, je sais pour vous ça fait bizarre, mais oui, il a même joué longtemps. Mais juste pour abonder dans ton sens, Olivier, tu disais des mecs, tu parlais de Nick Foles, des mecs qui ont fait des très bons débuts et qui ont un petit peu disparu. Il y a un exemple quand même beaucoup plus récent. Je sais que quand Gonzague écoutera ça va le faire crier parce que c'est son pire ennemi, mais Baker Mayfield, sa saison rookie, il est incroyable. Il est extraordinaire. Résultat, là, il a fait le pompier de service chez les Rams et il s'est fait bencher chez les Panthers, quoi. Donc voilà, on espère que ça arrivera pas pour Purdy, mais c'est le genre de choses qui n'est pas non plus impossible. Loïc ? Je tiens quand même à citer Gonzague qui avait dit qu'en sortie d'université, Brock Purdy n'était pas moins fort que Trey Lance, ou très peu. On le prenait tous pour un fou quand il a dit ça l'été dernier, enfin pas l'été dernier, mais l'intersaison dernière. Et finalement, 1 an après, Mais d'ailleurs, ça se sentait qu'il disait ça par politesse, mais qu'il avait largement envie de dire que Brock Purdy était meilleur que Trey Lance. Mais par politesse et pour pas se faire insulter, il disait il est à peu près du même niveau. Je sentais qu'il avait envie de dire plus. Et ben on va effacer ces sourires sur vos visages puisque le dernier quarterback dont on va parler, c'est Josh Johnson. Alors je vais commencer sur... oui, mais t'inquiète. Après, sur les autres postes, il y a des noms, on passera très vite. Je ferai pas le tour de table sur tout le monde. Hein. Mais sur Josh Johnson, on va quand même en parler. Je vais commencer là-dessus. Il a joué un seul match, vraiment, même s'il a fait des bouts de match, mais ça compte pas vraiment. 7 sur 13, 53%, 70% de rating, 0 touchdown, 0 interception, 74 yards, mais une impression absolument dégueulasse. Des delay of game à la pelle, un fumble à vomir. Voilà. Après, moi, je vais être quand même tempéré sur Josh Johnson. C'est le quarterback numéro 4. À quoi on s'attend, quoi. Enfin, à un moment donné, on peut plus. On a été hyper chanceux avec le quarterback numéro 3. Voilà, mais à un moment donné, le quarterback numéro 4, la chance elle tourne. Et presque sa performance de merde donne de la valeur à la performance de Brock Purdy, là où tout le monde disait non mais Purdy il est pas fort, hein. En vrai c'est juste que jouer quarterback à San Francisco c'est facile. Ouais, c'est facile, ouais. On le voit avec Joe Johnson, c'est vachement facile de jouer quarterback. Donc je vais être tempéré là-dessus, il aurait jamais dû foutre un pied sur le terrain, mais en même temps il y a été obligé. Donc voilà, c'est mon avis sur lui. Kevin, t'as pensé quoi toi du peu qu'on a vu de Johnson? Mais oui, c'est le quarterback numéro 4 au départ de la saison, mais pendant les 8-10 derniers matchs, c'est le quarterback numéro 2. Il s'est entraîné comme quarterback numéro 2, il a eu les répétitions comme quarterback numéro 2. Ça veut dire que pendant 7-8 matchs, pendant donc 2 mois, il est susceptible de rentrer à n'importe quel moment. Et il rentre après au moins 8 semaines d'entraînement en tant que QB numéro 2, et il nous sort une performance de Mister Savonnette comme ça, mais non, c'est pas possible. Donc non, je veux plus le voir dans l'entourage de l'équipe. Merci d'être rentré et d'avoir gâché nos chances, mais maintenant, rentre chez toi et reste loin de San Francisco. Merci. Ah, je te trouve dur quand même, parce qu'évidemment, il avait le temps d'apprendre le playbook, mais c'est un quarterback numéro 4 quand même, et je pense que tu regardes dans toute la ligue, tu as des quarterbacks numéro 2 qui rentreraient à la place de leur numéro 1 et qui feraient la même chose, quoi. Ouais, et lui, c'est un 4. La base du métier de quarterback, c'est de gérer l'horloge et d'attraper un ballon dans tes mains sans l'échapper. Ça, je suis d'accord. C'est tout ce qu'on lui demande. Je lui demandais pas de faire 250 yards et de nous faire gagner sur le touchdown à la dernière minute et de mener une remontée face aux Eagles, mais il y a un minimum, quoi. Ça, c'est les bases pour être quarterback. Mais lui, il s'est même pas couché sur un ballon qui est par terre. Ça, c'est pas un quarterback. Il faut pas être quarterback pour savoir faire ça. Il suffit de demander ça à un enfant de 5 ans. Normalement, il sait le faire.
Non, Loïc, pas toi, Cam Newton, non. Oui, Cam Newton a fait pareil au Super Bowl. Loïc, ton avis sur Johnson? Bah, pour sa défense, je pense qu'il a craqué sous la pression. Mais ça reste une quiche. J'ai rien de plus à dire sur lui, franchement. Après, c'est compliqué. Enfin, c'est quand même un mec de 36 ans qui a jamais vraiment joué en NFL, tu vois. Donc, c'est pas pour le défendre plus que ça. Mais ouais. Même s'il a 36 ans et qu'on peut dire, putain, il doit avoir l'expérience, il a pas joué à ce niveau-là. Et Purdy a prouvé que pour sa première saison à jouer à des gros matchs, il a tenu. Lui, c'est sûrement la première fois qu'il joue un match de ce niveau-là. Il a complètement craqué. Olivier? Voilà. Non, mais je trouve ça bien comme résumé. Ça raccourcit de toute façon. Il y a des joueurs sur lesquels ça va être un petit peu salé. Pardon. Vous assistez quand même au podcast qui a pu débriefer 4 quarterbacks sur la saison de leur équipe, ce qui est quand même assez extraordinaire. Oui, il y a des chances qu'on soit la seule équipe à débriefer. Enfin, c'est même pas, il y a des chances, on est la seule équipe qui pourra débriefer 4 quarterbacks cette année. C'est sûr. Je sais pas si c'est une fierté, mais. Qui a été, selon vous, le meilleur quarterback cette saison des 49ers? Brock Purdy. Ouais, Brock Purdy. Oh, il l'a dit. Brock Purdy. Oui, Brock Purdy aussi. L'impression était bonne. On va passer au running back. Eh bien, le premier, ça a été la bonne surprise de cette saison. Il a commencé cette saison à l'est des États-Unis sous le maillot des Panthers. C'est évidemment Christian McCaffrey qu'on a récupéré dans un trade dont je ne me souviens plus les modalités. On s'en fout un petit peu. En tout cas, Christian McCaffrey est désormais un joueur des 49ers. On en est très heureux. 244 courses, 1139 yards, 8 touchdowns et 85 réceptions, 741 yards, 5 touchdowns. Une saison absolument, absolument gigantesque. Loïc, t'as pensé quoi de McCaffrey chez les Niners? Rappelons que en plus, toi, ça te parle encore plus, puisque même si c'est plus récent, tu es aussi supporter de Stanford. C'est vrai, bon, alors j'étais loin de suivre Stanford à l'époque où il y était, mais effectivement, ça faisait une double raison d'être satisfait quand il est arrivé. Et ouais, j'ai été assez émerveillé parce que je trouve que c'est assez différent de regarder un running back incroyable dans une autre équipe et de le voir dans sa propre équipe. C'est là qu'on se rend compte que quand même, on peut dire ce qu'on veut sur le poste de running back, mais ça fait plaisir. Quand tu as vraiment un monstre, ça peut faire avancer une attaque. Et lui, il apporte à la réception, à la course, à la passe, hein, peut-être pas exagéré, mais il en a fait une. Et ouais, non, je suis vraiment satisfait. Pour moi, on a trouvé. Enfin, je prie pour qu'il se blesse plus les saisons prochaines, mais si c'est plus le cas, on a peut-être trouvé le nouveau visage de notre attaque. Plus encore que Brock Purdy. Olivier? On ne va pas recommencer ce qu'on a dit la semaine dernière. Hein. On l'a élu meilleur joueur offensif de l'équipe. C'est un super joueur. On était tous d'accord quand il est arrivé. On va se répéter. Donc, je ne vais pas faire très long sur lui. J'ai totalement confiance en ce joueur. J'avais confiance avant. J'ai fait partie des ancêtres, pas loin des dinosaures, où le jeu de course avait encore une valeur. Et c'est sûr que quand on le voit jouer, c'est là que je comprends tout à fait Loïc. Hein. Quand on le voit jouer, on comprend à quel point c'est important d'avoir un super coureur. Et quand on l'a, comme il est toute la saison avec nous en pleine santé, on a ce qui se fait de mieux à NFL. Donc partant de là, CMC parfait, on continue comme ça. Kevin? Bah moi, mon amour pour Christian McCaffrey date pas d'hier. Je me rappelle avant sa draft, alors que moi je suis pas un grand spécialiste de sa draft, je me droguais littéralement aux vidéos de ses exploits à Stanford. Et donc quand je l'ai vu arriver chez nous, j'en ai pas dormi de la nuit. Et puis formidable, tout simplement. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Il est incroyable. Loïc avait raison en disant que quand on a un très 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 grand running back, on voit à quel point ça peut être un poste important qui est parfois sous-estimé, je trouve. Surtout quand on est une équipe comme nous qui n'a pas réellement trouvé son Patrick Mahomes, son Joe Burrow ou son quarterback de légende comme ça. Parce que, bah oui, il prend les choses en main, il court bien, il réceptionne bien, il passe bien même quand il y en a besoin sur certains jeux précis. Donc ouais, bah, parfait. C'est génial d'avoir un joueur comme ça dans son équipe, surtout quand on a le corps de receveur qu'on a aussi devant lui, on en parlera plus tard. Ouais, génial. Et puis bah, on espère évidemment que les blessures sont derrière lui, effectivement. Oui, mais j'aurais pas grand-chose à rajouter sur vous. Hein. Il est resté en bonne santé, c'était notre inquiétude. À partir du moment où le mec est en bonne santé, sur le terrain, c'est parfait. Chez les Panthers, c'était la même chose. Maintenant, il arrive dans une équipe qui est
qui n'a pas été construite autour de lui, mais qui est taillée parfaitement pour son jeu. Il peut réceptionner des ballons, il est même parfois aligné comme pur receveur, ce qui est quand même assez significatif. Il peut courir comme il veut, il a une ligne qui travaille pour lui, il a un contrat encore pour quelques années, donc on a envie de continuer à voir ce que ça donne en priant pour qu'il reste en bonne santé. Il n'y a pas vraiment de raison, parce qu'il a été, c'est vrai, injury prone depuis le début de sa carrière, mais je vois pas pourquoi il resterait il se blesserait encore une fois. Donc oui, comme vous, très satisfait de McCaffrey, c'est la bonne pioche. Le suivant, par contre, niveau blessure, on a été plutôt servi avec lui. C'est notre running back 1 de l'année dernière, c'est Elijah Mitchell, 45 courses, 279 yards, 6,2 yards par course. C'est quand même impressionnant quand il est là. 2 touchdowns, 3 réceptions, 7 yards, aucun touchdown. Un touchdown à la réception en playoff. Kevin, pour revenir directement sur toi, t'as pensé quoi d'Elijah Mitchell? Et surtout, est-ce qu'il a un avenir, malgré toutes ces blessures? Est-ce qu'il a un véritable avenir dans cette équipe? Je vais redire un peu ce que j'avais déjà dit pendant la saison. Pour moi, Elijah Mitchell n'est pas réellement un joueur des 49ers. C'est un bonus quand il est disponible, mais il a une épée de Damoclès au-dessus de la tête en permanence, parce que à chaque fois qu'il prend le ballon, on ne sait pas s'il va se relever. S'il fait 2 matchs consécutifs sans se blesser, c'est un miracle. Alors oui, quand il est là, il est performant, il est même incroyable. Ses stats par course sont dingues. Il y a même des moments, quand il était là, où on peut mettre McCaffrey sur le banc pendant un quart-temps complet, faire jouer Mitchell. Statistiquement, il prend 1,5 yard de plus que McCaffrey par course. Exact. Donc, quand il est là, c'est parfait, parce qu'on peut protéger McCaffrey, mettre Mitchell, avancer autant, et on voit même pas la différence. Sauf que il se blesse, et quand il se blesse, il rate pas un match, il en rate 6, 7. Donc, c'est compliqué de compter sur lui. Je vois pas quel va être son avenir à long terme à San Francisco si ça continue comme ça. Après, il revient, et à chaque fois qu'il revient, il est performant. Donc, peut-être que la saison prochaine, quand il va revenir, il va être en forme et il va enfin nous faire une saison complète. Si c'est le cas, on sera les rois du monde. Mais c'est dur de faire des plans sur la comète avec lui. Loïc, toi, t'en avais pas mal parlé en début de saison et même en pré-saison. T'avais peur de cet aspect blessure d'Elijah Mitchell. T'en as pensé quoi? Moi, j'adhère complètement à l'idée de Kevin que c'est un bonus. Il ne faut même pas le considérer comme un joueur sur lequel on compte pour gagner nos matchs, mais s'il est là, on a plus de chances de les gagner. Sauf qu'il n'est pas souvent là. Et première saison, sa saison rookie, il se blesse genre. Il est absent 6 matchs, mais il se blesse à 5 ou 6 endroits différents. Quand c'est à ce point-là, tu sais qu'il y a un problème. Genre, on n'a pas attendu le début de cette saison pour le savoir. Et cette saison l'a malheureusement confirmé. Pour moi, il n'a aucun avenir en NFL. J'espère pour lui qu'il va arrêter le football dans les 1-2 ans, parce que sinon ça risque de devenir dangereux même, je pense. Et voilà, mais 6,2 yards par course, c'est monstrueux. C'est notre joueur qui fait le plus de yards par course de toute notre équipe, donc c'est pas que le système, c'est lui. Et pour moi, c'est un running back top 10, top 15 NFL quand il est sur ses 2 jambes, sauf qu'il l'est quasiment jamais, donc on peut pas lui donner ce statut. Olivier? Ouais, je sais pas. Quand j'écoute Loïc, j'ai presque l'impression qu'il faut qu'on le pique, le pauvre, tellement il souffre. Abusé quand même. Je veux dire, c'est un être humain quand même. Non, mais le pauvre, il se blesse 8 fois en 2 ans, il y a un problème. C'est lui le problème. C'est bon, un petit peu d'humanité, mon petit. Il faut quand même savoir qu'il y a des joueurs qui se sont blessés de nombreuses reprises en étant jeunes. Je crois que si je dis pas de bêtises, Kevin, il me contredira pas. Frank Gore, il s'était fait bobo avant d'arriver en NFL. C'est la Avant, pendant, après. Voilà. Donc, au contraire, moi, je trouve que c'est un super joueur. Il a les caractéristiques d'un cheval de trait, et très souvent, malheureusement, il a pas le physique du cheval de trait. Mais quand il est sur le terrain, c'est un pur bonheur. Comme tu as dit, Kevin, à juste titre, il permet de reposer McCaffrey. Il est capable de prendre, quand il est sur le terrain, sur ses 2 jambes, de prendre tout le monde sur son dos et d'avancer, parce que il a ce côté puissant. Ouais, c'est un très très bon joueur. C'est un ajout s'il n'est pas blessé. Voilà. Après, je n'irai pas comme Louis jusqu'à le piquer d'ici 2 ans, mais on a déjà trouvé son remplaçant. Voilà. Moi, je disais ça pour son bien, hein, pas parce que c'est ce que j'espère. Ouais, je pense que c'est la meilleure chose à faire pour lui. Voilà, et raccroche-toi aux branches. Je sais pas si l'euthanasie est légale en Belgique, mais en France, c'est interdit. En tout cas. C'est parce que c'est légal en Belgique. Bref, voilà, faites attention.
Au Canada aussi, si jamais, il peut venir quand même plus facilement qu'en Belgique, je pense. Mhm. Mais la Belgique, c'est plus beau. Allez, Ok. Sujet suivant. non, moi, Elijah Mitchell, j'ai jamais caché que c'était un joueur que j'adore, mais que vous l'avez dit, hein, beaucoup trop fragile. Donc moi, personnellement, je serais pour le garder jusqu'à la fin de son contrat rookie. Je crois il doit rester 2 années. On voit ce que ça donne. Si sur ces 2 années prochaines, il reste en bonne santé, bon, on verra. S'il continue à se blesser comme ça, on devra s'en séparer. On en reparlera après. Olivier, pardon, on a déjà dit qu'on a potentiellement trouvé son remplaçant. On va faire un joueur avant lui, mais on en reparlera, Olivier. Mais en tout cas, ouais, j'aime beaucoup Elijah Mitchell. Vous me regardez tous avec des grands yeux quand je dis qu'on va faire un joueur avant lui. Vous allez comprendre de qui je parle. Non, je ne parle pas de Kyle Juszczyk, on en parlera plus tard. Je vous parle d'un mec qui a été titulaire chez nous cette saison, même s'il est parti, c'est Jeff Wilson. Il est parti à Miami, mais il a quand même joué 8 matchs avec San Francisco. En 8 matchs, 92 courses, 468 yards, 5,1 yards de moyenne, c'est très bien. 2 touchdowns et également une dizaine de réceptions. Je vais commencer là-dessus. Jeff Wilson, j'ai été le premier à me demander ce qu'il foutait encore dans l'effectif à l'intersaison. Pour moi, il fallait le couper pour laisser leur place aux jeunes, et je me suis trompé parce que sur le temps de jeu qu'il a eu, il a été absolument performant. On a quand même réussi à récupérer un bon choix de draft en le lâchant à Miami, ce qui était un petit peu inespéré. Donc Jeff Wilson, très performant. Un quarterback en plus avec, à l'époque, McCaffrey n'était pas encore là, un quarterback, n'importe quoi. Un running back avant que McCaffrey arrive, différent en plus de Mitchell. Mitchell qui est, comme l'a dit Olivier, un cheval de trait. Jeff Wilson qui est beaucoup plus vif et rapide, un joueur comme les aime Loïc, puisque Loïc n'aime que les joueurs rapides. Donc voilà, mais il est parti à Miami et il a du temps de jeu, donc tant mieux pour lui, mais il a fait quand même des belles choses sous notre maillot. Olivier, toi, t'en as pensé quoi de Jeff Wilson sur les matchs qu'il a fait avec nous sur la première partie de saison? Alors tout simplement, moi je fais partie des mecs qui l'ont toujours apprécié. En début de saison, quand vous parliez qu'il fallait pas le garder, je ne voyais pas trop. Comme j'étais timide à l'époque, je n'osais pas trop vous dire ce que je pensais. Non, alors là, pardon, je te coupe juste. Jamais t'as été timide dans ta vie. Tous les gens qui écoutent le podcast depuis le premier épisode savent que tu me mentes, ça se t'entend. Non, voilà. Plus sérieusement, non, c'est un bon running back. Ce ne sera jamais un running back 1. C'est un bon running back dans un système, un comité de coureurs. Je lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière. En plus, il est parti en AFC, donc aucun problème. Voilà. Kevin? Pour moi, Jeff Wilson, c'est le signe d'espoir pour que Eli Mitchell évite l'euthanasie réclamée par Loïc, dans le sens où il a été tellement blessé les saisons précédentes. Là, il a montré qu'il pouvait aligner une saison complète à haut niveau, voire à très haut niveau. Je l'ai trouvé vraiment intéressant sur son parcours avec nous. C'est vrai qu'on pouvait se poser la question, est-ce qu'on le laisse partir pour un 5e tour ou pas? Moi, je faisais partie de ceux qui disaient oui, un grand oui, surtout quand tu as un Christian McCaffrey qui est arrivé. Donc, ouais, c'était cool de le voir performer à ce niveau-là, mais c'était pour moi aussi très cool de le voir partir pour un 5e tour. Loïc? Moi, comme Olivier, je l'aimais bien. J'étais content de le voir dans le roster cette saison encore. Et je l'aimais au point que, pour moi, on aurait dû le garder. Bon, au final, on a plutôt eu raison, je dirais, parce que CMC s'est pas blessé. Mais pour moi, c'était le bon joueur pour reposer un peu CMC et le faire moins courir. Il a énormément couru, il s'est pas blessé, tant mieux. Mais ça aurait pu ne pas être le cas et je pense qu'on s'en serait beaucoup voulu d'avoir tradé Jeff Wilson pour un 5e tour. Le joueur suivant, évidemment, je vais en parler, mais je vais laisser Olivier commencer, je vais dire ses stats. Monsieur Jordan Mason, rookie non drafté, sorti de l'université de Georgia Tech. 43 courses, 258 yards, 6 yards par course. Hein. À la manière d'Elijah Mitchell, c'est absolument énorme. Et un touchdown et une très belle impression. Olivier, parle-en. Comme toi, comme moi, on était les deux plus vocaux sur Jordan Mason. Qu'est-ce que tu as pensé de ta boule de bowling cette saison? Bah écoute, moi c'est mon gâté. Moi alors drafté, pas drafté, vous savez à quel point je m'en tamponne, je resterai poli. Moi c'est l'impression visuelle. L'année dernière, quand on regardait les matchs, il y avait un mec qui me plaisait beaucoup, qui s'appelait Hufanga. Cette année, quand j'ai vu les premiers matchs de pré-saison, où j'ai vu un numéro rentrer dans tout le
monde et les faire reculer, les faire exploser à l'impact. On m'a dit, ouais, c'est un rookie, il s'appelle Jordan Mason. J'ai dit, lui, il me plaît. Deuxième match que je regarde, il fait tomber tout le monde. J'ai l'impression que c'est une boule de bowling. Début de saison, il n'a pas joué, ce qui est tout à fait normal. Et quand il est arrivé en fin de saison, qu'il est rentré sur le terrain, on sentait sur chacune de ses courses qu'il avait envie. Et quand je parle d'envie, c'est quand il y a des moments où il se fait rattraper de justesse, où on voit qu'il se relève avec toute la hargne nécessaire. Et c'est genre comme ça qu'il nous faut. Moi, c'est des mecs comme ça, ça t'embarque. Et je suis sûr qu'il va continuer à progresser. Il va leur rentrer dedans. On a récupéré un petit coffre-fort qui va continuer. Moi, je pense que l'année prochaine, il peut nous faire une super saison. Et ça peut être vraiment un joueur d'appoint plus que ça. Donc voilà, très très content de son début de carrière et j'ose espérer que l'année prochaine il va marquer 5 ou 6 touchdowns en faisant sur les goal lines et pour nous faire bien plaisir en explosant les mecs et c'est tout ce que j'attends de lui. Ouais, moi je suis d'accord avec toi. Je vais juste prendre la parole avant les gars, mais je suis d'accord parce que Jordan Mason, pareil, moi sur l'impression visuelle en pré-saison, elle était folle parce que évidemment c'est pas la même adversité, mais le gars il en avait rien à foutre quoi. Il a pas besoin de faire 18 cuts et 45 tours sur lui-même. Le mec il allait tout droit et puis il éclatait tout le monde quoi. Il y avait une espèce de puissance et d'envie qui était assez impressionnante. Et sur le peu de temps de jeu qu'il a eu en saison régulière, c'était la même chose. On a l'impression que le mec joue. Il joue sans peur, déjà, c'est important pour un running back, mais en plus, il est heureux d'être là. Enfin, je pense que c'est aussi un truc de mec non drafté ou drafté bas, c'est que les mecs, ils savent que c'est une chance inespérée d'avoir l'occasion de se montrer, contrairement à des mecs draftés haut qui auront de toute façon l'occasion de se montrer. Là, le gars, il prend chaque petite chance qu'il a pour tout exploser. J'ai regardé ses stats, il a fait aussi 6 plaquages en équipe spéciale, ce que est plutôt pas mal aussi. Moi, je suis très heureux de le voir. Et puis, on parlait d'Elijah Mitchell tout à l'heure. C'est un peu le même profil. Peut-être plus puissant pour Mason et moins dans l'évitement, là où Elijah Mitchell, même si c'est un vrai mec puissant, il est quand même capable de cutter et de prendre les brèches. Mais si on a un Elijah Mitchell qui continue à se blesser comme ça, l'avenir du poste de numéro 2, il est pour Jordan Mason. J'ai pas trop de doute là-dessus. Même si on va sûrement, on en reparlera plus tard, on va sûrement prendre un running back à la draft au 3e tour qui va s'avérer nul et un on drafté qui va s'avérer fort, mais on en reparlera plus tard. Kevin, toi, t'as pensé quoi de Mason sur son passage ? Ouais, je pensais réagir justement sur ce qu'avait dit Olivier en disant que on s'en foutait à quel moment il était drafté, mais non, justement, cette hargne, cette volonté, ça vient aussi du fait qu'il est non drafté et qu'on lui promet dès le départ qu'il fera peut-être pas l'effectif et qu'il fera peut-être jamais un seul effectif NFL de sa carrière. Donc là, il a la chance d'en avoir un, il rentre dedans, il se lève, il y retourne, il a la hargne, il veut tout arracher parce que c'est pas un premier tour, c'est pas un mec qui va avoir 4 saisons ou 3 saisons, quoi qu'il arrive, pour se montrer. S'il avait une opportunité là, s'il montrait rien, il prenait la porte. Donc ouais, c'est prometteur. Il y a une petite vibe Marshawn Lynch qui se dégage de lui, je trouve, quand il court et quand il casse des plaquages et quand il rentre dans le tas comme ça. Et puis, c'est qu'un rookie, donc j'ai hâte de voir comment il va se développer. Surtout que devant lui, effectivement, vous l'avez dit, il y a un running back 2 qui se blesse beaucoup. Il y a un running back 1 qui peut aussi parfois se blesser beaucoup, donc il va avoir sa chance, il va pouvoir se montrer, il va pouvoir progresser. Après, à voir qui Kyle Shanahan va lui mettre dans les pattes en draftant, comme tu l'as dit, un running back au 3e, au 4e ou au 5e. On verra, mais c'est une grosse satisfaction d'aller chercher un running back en dehors des 7 premiers tours de draft comme ça. Loïc ? Je suis d'accord avec vous et je rejoins Kevin sur le côté, il est drafté tard, donc il a dû se battre pour sa place et ça s'est vu dès la pré-saison en fait qu'il avait une hargne hors norme. Et ça, peut-être que ça n'aurait pas été le cas s'il avait déjà un statut de titulaire. Et je rejoins Elliot par rapport au fait que, je vous rejoins d'ailleurs sur le fait que c'est sans doute notre powerback, notre nouveau Elijah Mitchell. Et quand je regarde les stats, j'ai l'impression que nos powerbacks sont ceux qui font les meilleurs stats de yards par course par rapport au running back rapide, à la Jeff Wilson, Deebo Samuel, même si on peut le rentrer dans cette stat, ou Christian McCaffrey. Donc, à mon avis, ça peut être un joueur qui, s'il remplace effectivement Mitchell parce qu'il va se faire euthanasier, peut devenir un joueur important de notre attaque les prochaines saisons. Donc, après les menaces de mort de Loïc, on va passer aux joueurs suivants. Sur les prochains joueurs, je pense qu'on aura peut-être moins de choses à dire. Donc, on va aller plus rapide. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire sur Tyrion Davis-Price, notre rookie drafté au 3e tour? 34 courses, 99 yards, 2,9 yards de moyenne. C'est pas terrible. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire sur Tyrion?
J'aime beaucoup Game of Thrones, mais j'ai pas grand-chose à dire sur lui. Qu'est-ce qu'on a encore foutu au 3e tour? Enfin, je suis désolé, on a drafté Trey Sermon il y a 2 ans au 3e tour. On a drafté Tyrion Davis-Price l'année passée au 3e tour. Chaque fois, on se dit, bon, bah, c'est trop par rapport à ce qu'on attend, mais peut-être que Shanahan va en faire quelque chose. Pour l'instant, il n'y a rien. 2,9 yards par course, c'est pas juste faible, c'est nul. Je suis d'accord avec vous, pas grand chose à rajouter. Il y a 2 autres mecs qui ont eu du temps de jeu. Il y en a un quand même, je pense, même si on va pas forcément y revenir très longtemps, mais à l'ancienne, Tevin Coleman qui a fait un très bon match contre les Panthers avec 2 touchdowns. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire sur Tevin Coleman? À part que c'est cool d'avoir un gars qu'on peut sortir comme ça du chapeau quand il y a de nombreuses blessures. Ça arrive toujours un peu dans la saison qu'il y a un moment où il y a beaucoup de blessés et qu'on a besoin d'aller chercher dans les fonds de tiroir. Et c'est cool d'avoir un Tevin Coleman qui connaît le schéma par cœur, qui connaît Shanahan par cœur et qui arrive à performer sans s'être entraîné, sans spécialement jouer. Je suis d'accord. Et un dernier nom, lui, il n'a pas fait de stats, mais officiellement, il a fait 2 matchs. Donc, je pense que c'est 2 matchs d'équipe spéciale. C'est Marlon Mack qu'on avait récupéré chez les Texans. Je pense que personne n'a rien à dire sur Marlon Mack. Du coup, selon vous, qui était le meilleur running back des 49ers cette saison? Je pense que ça va aller assez vite. Elijah Mitchell. Non, c'est une blague. Christian McCaffrey, évidemment. Christian McCaffrey. McCaffrey. Et McCaffrey, le 4 à la suite, comme dirait Julien Lepers. Le suivant, bon là c'est le seul sur son poste, mais je vais commencer parce que là on rentre dans l'amour personnel. Monsieur Kyle Juszczyk, notre fullback. Niveau statistique, c'est pas énorme, évidemment. C'est 7 courses, 26 yards, 19 réceptions, 200 yards, un touchdown à la course, un touchdown à la passe quand même. Moi, j'ai jamais caché être ultra fan de Kyle Juszczyk. C'est le seul fullback de toute la NFL à mériter sa place quelque part. Même s'il y en a sûrement des bons ailleurs, mais c'est le dernier mohican du poste de fullback. Il est super important dans notre système parce qu'il bloque, mais il est aussi capable d'attraper des ballons. Je sais pas pour ceux qui ont vu, mais sur le Pro Bowl, sur le petit match du Pro Bowl de flag, il a été absolument. Enfin, c'est lui qui fait gagner la NFC quasiment. Donc voilà, Kyle Juszczyk, capable de faire absolument tout. Et même si nous on en parle parce que moi je l'aime beaucoup, mais on en parle peut-être un petit peu moins que d'autres. Mais je pense qu'il a aussi sa place dans cette grosse catégorie d'Avengers des 49ers. Kevin, toi, t'es moins fan de Kyle Juszczyk. T'en as pensé quoi de sa saison? Donc, tu m'expliques que c'est le seul fullback de la ligue et son fait majeur de la saison, c'est d'avoir fait gagner le Pro Bowl. Non. Je dis que la Pro Bowl montre qu'il est capable de recevoir beaucoup de ballons et d'être important, mais il l'a fait avec nous aussi très bien. 10,5 yards à la réception, de moyenne de réception, c'est quand même pas mal. Non, mais j'adore te troller sur Kyle Juszczyk parce que ça démarre au quart de tour. Oui, mais non. Moi, je l'adore, donc forcément, je suis pas très honnête. Mais non, évidemment que c'est un joueur ultra important de cette attaque. C'est un joueur qu'on aime tous. Oui, c'est le seul fullback de la ligue de ce niveau-là, mais c'est peut-être le meilleur. C'est le meilleur actuel et c'est peut-être un des meilleurs de tous les temps à ce poste-là. Donc, c'est génial d'avoir un joueur comme ça, couteau suisse, qui peut sortir du chapeau à n'importe quel moment, la réception qui va bien, la course qui va bien. Ça fait avancer les chaînes, c'est génial d'avoir un joueur comme ça. Donc oui, c'est pas grand-chose de plus à dire. Tu as fait une éloge assez complète. Loïc? Moi, j'ai absolument rien à rajouter. Vous avez été complet et je pense que j'ai pas eu le QI football pour comprendre à quoi c'est un fullback. En fait, je pense que c'est pas une histoire de QI, c'est une histoire d'ancienneté. T'as jamais vu vraiment, à part chez nous, de jouer des fullbacks en fait, quasiment. C'est ça. Olivier? C'est un super joueur et pour utiliser une expression de Loïc, on parle de QI football. C'est un mec qui a un énorme QI football. Il est capable de tout faire. Quand on a besoin qu'il fasse des blocs, il fait des blocs. Quand on a besoin de faire des réceptions, il fait des réceptions. Il amène quelque chose d'aléatoire dans l'équipe adverse. C'est très intéressant de l'avoir. Donc c'est vraiment un super joueur. Et on n'a pas en ajouter plus vu que ce que tu as raconté toi, Elliot, était assez complet là-dessus. Le poste suivant, évidemment, on va pas faire qui est le meilleur fullback puisqu'on n'en a qu'un seul. Le poste suivant, un poste essentiel à la NFL de toute façon, comme tous, hein, je sais même pas pourquoi j'ai dit ça. Le poste de receveur. Le premier nom, c'est Deebo Samuel. Je l'ai mis en premier parce que c'était sur
l'entame de la saison, le receveur numéro 1, le mec avec la plus grosse hype, le mec à qui on a signé un nouveau contrat. Donc, Deebo Samuel, cette saison, 56 réceptions, 632 yards, 11,3 yards de moyenne, 2 touchdowns. Et 42 courses, 232 yards, 5,5 et 3 touchdowns. Loïc, sur notre précédent podcast, avait été assez vocal sur la déception pour toi qu'a été Deebo Samuel cette saison. T'en as pensé quoi en général? Bah, je pense que j'ai un peu dit tout ce que j'avais à dire à ce sujet la semaine dernière. Pour moi, c'était le visage de l'attaque. Et là, c'est un receveur lambda, quoi. C'est pas notre receveur 1. J'ai dit à un certain moment que c'était notre receveur 3 derrière Jawan Jennings. Je pense que par moment, ça a pu être le cas, même si c'est un petit peu exagéré. Mais je suis un peu déçu, enfin même très déçu de son apport. Je me demande ce qu'aurait pu être l'attaque des 49ers cette saison avec un Deebo Samuel digne de ce qu'il a fait en 2021. Je pense que ça aurait pu être incroyable et je suis assez déçu que sa prolongation de contrat sans doute un peu forcée nous en ait privé. Kevin? C'était probablement mon joueur préféré des 49ers la saison dernière. Cette année, je suis évidemment très déçu. J'en viens même à me demander si on n'aurait pas dû, au final, accepter les offres de trade qui devaient être quand même très intéressantes parce que sa cote était au plus haut avant de prolonger. Et au-delà de son niveau de jeu, Loïc en a parlé, à part contre les Rams, on n'a pas vu grand-chose. C'est son attitude. J'ai trouvé que c'est un joueur qui ne montrait pas d'envie particulière. Il y a eu des petites images qui sont sorties sur les réseaux sociaux ici et là d'un joueur pas toujours très agréable avec les enfants, pas toujours très agréable à certains moments avec certains coéquipiers, Avec les photographes surtout. avec les photographes aussi. Ouais, non, j'ai vraiment de gros points d'interrogation sur son attitude et sur la façon dont il se comporte depuis qu'il a prolongé son contrat. Donc, ça va être à surveiller de près pour la saison prochaine, de voir est-ce qu'on retrouve le vrai Deebo Samuel ou est-ce que il a signé son contrat, il prend son argent et puis il va faire acte de présence jusqu'à la fin de son contrat. Mais ouais, vraiment très déçu et dans les joueurs majeurs de cette attaque, c'est clairement le maillon faible cette saison. Olivier? Ben voilà, moi je me pose la question un peu. Quand tu donnes ces stats, ça fait quoi? Ça fait 5 touchdowns en tout. Il n'y a pas milliard, il y a pas milliard si tu le cumules de la course, de la course et de la réception. Est-ce que l'année dernière c'était pas un one year wonder comme on a eu beaucoup, comme il y en a beaucoup à NFL et que son vrai niveau c'est ce qu'on a vu cette année et ce qu'on a vu les saisons précédentes et que l'année dernière c'était vraiment la saison où il a où tout allait dans son sens, je sais pas, c'est une question que je me pose. Ça va être vraiment très intéressant à suivre l'année prochaine parce que bon, on a plein d'armes dans cette équipe. Et c'est vrai qu'il a fait une saison moyennasse. Et moi, pareil que Kevin, c'est surtout l'attitude. Moi, je suis très regardant sur l'attitude des gens et sur ce qu'ils peuvent dégager. Et moi, ça n'a jamais été mon joueur préféré. C'est un bon joueur, très bon joueur qui l'année dernière nous a mené très haut et j'espère qu'on retrouvera ce jour-là. Et sinon, tant pis pour lui et merci, au revoir. La bonne nouvelle, c'est que dans 2 ans, il est en fin de contrat, donc peut-être qu'en 2024, on le retrouvera à son niveau de 2021. Parce que je pense que c'est vraiment une question de motivation. Je pense que l'année passée, on a vu son vrai niveau et que maintenant, il faut qu'il se bouge le cul pour le refaire, quoi. Par contre, si ça se réalise, comme tu dis, Loïc, et qu'on retrouve le grand Deebo en 2024, là, il faudra peut-être en profiter pour le trader, parce que si on l'a que les années de contrat, ça sera un peu chiant. Moi, dans l'ensemble, je n'ai pas grand-chose à rajouter sur ce que vous avez dit. Extrêmement déçu, parce qu'évidemment, il a loupé quelques matchs, mais je ne pense pas que ça soit une bonne raison, une raison valable qui explique son niveau de jeu en global. Quand il a fait des bons matchs, parce qu'il en a fait quand même, hein, je pense au match contre les Rams ou au match, il me semble que c'était contre les Seahawks en playoff, on voit de quoi il est capable. Le problème, c'est que je pense qu'il y a aussi une question de motivation. Est-ce que le mec a vraiment envie d'y aller à fond pour cette équipe? Et puis même d'y aller à fond en général, maintenant qu'il a touché la grosse moula, je sais pas. Donc la question se pose, on verra bien ce qui arrive par la suite. Il sera dans l'effectif l'année prochaine, ça se fait aucun doute, et il aura l'occasion il aura les jeux, hein, il aura l'occasion de prouver sa valeur. On espère tous le revoir à haut niveau l'année prochaine. Et puis sinon, comme tu l'as dit, Olivier, s'il n'est pas capable de se remettre dans le droit chemin niveau de jeu, un mec payé à ce prix-là, on va pas le garder, quoi. Donc voilà pour Deebo. Un point plus positif, pour le coup, ça a été un gros point d'interrogation avant le début de la saison. Qu'est-ce qu'il va donner? On était tous plutôt
plutôt positif là-dessus et on a eu raison. Brandon Ayuk, 78 réceptions, 1015 yards, 8 touchdowns et aussi avec ça 2 petites courses et 23 yards. Mais surtout des grosses réceptions et des mains en or et des yards after catch comme on les aime. Olivier, toi, t'as pensé quoi de la saison de Brandon Ayuk? Ben, saison de la confirmation, ça y est. On a un grand joueur, qui s'est révélé. Moi, je fais toute la saison, j'ai été subjugué par sa capacité à mettre un défenseur à 2 ou 3 yards juste sur un tic-tac en changeant de direction, en revenant sur ses pas, en repartant. Il a été très félin dans tout ce qu'il faisait. Il a même je crois que c'était le match contre les Raiders où il faut remonter le ballon et que quasiment il a aimanté tous les ballons. Tous les jeux venaient sur lui. Pourtant, tu savais que le ballon allait arriver sur lui. Il arrivait sur lui, il était 1 voire 2 dessus. Il prenait le ballon, il prenait gros contact, il se relevait, il se remettait en place, et c'était reparti. Je te dis, voilà, joueur qui a vraiment franchi un palier. Je pense que l'année prochaine, il va nous faire le même style de saison. Et lui aussi, il faudra penser à le payer correctement en temps et en heure. Kevin? J'avais étonnamment, avant les camps d'entraînement, je ne savais pas trop à quoi m'attendre sur lui. Est-ce qu'on allait enfin avoir la grosse progression? Puis ce qui est sorti des camps d'entraînement a complètement changé les choses. On a découvert un receveur qui dominait énormément la défense pendant les camps d'entraînement. Et quand tu domines une défense comme celle des 49ers à l'entraînement, il y a de bonnes chances que tu en domines un bon paquet sur les matchs de saison régulière. Et ça a été le cas. Sa première vraie grande saison. C'est devenu le receveur numéro 1 et Dieu merci qu'il est devenu ce receveur numéro 1 avec un Deebo Samuel qui a été en dessous. Et on attend qu'il continue à progresser. Je pense qu'il s'est affirmé comme un des 3 meilleurs road runners de la ligue. On compte plus le nombre de tracés où il a complètement mis dans le vent un cornerback adverse. Il en a mis quelques-uns sur les fesses. Belle progression et pourvu que ça dure parce qu'on tient, je pense, un vrai receveur numéro 1 pour plusieurs années. Louis? On s'est un peu tous hypés pendant la pré-saison et pour moi, il l'a complètement confirmé. Je ne dirais pas que c'est un receveur top 10, mais j'ai l'impression que c'est un receveur qui, contrairement à Deebo Samuel, même sur sa saison 2021, sait un peu tout faire, sait s'adapter à n'importe quel cahier de jeu, alors que Deebo Samuel est plus dans les réceptions courtes, les yards après réception. Et ça, je pense que c'est parfaitement... c'est parfait pour jouer avec un quarterback comme Brock Purdy, qui lui aussi sait attaquer un peu de toutes les manières possibles. Donc j'espère qu'il s'imposera dans l'effectif. On va le prolonger bientôt et que ce sera notre receveur 1 pendant plusieurs années. Ouais, je suis d'accord avec vous. Très heureux qu'il ait confirmé ce qu'on attendait. Il a l'air très heureux d'être là. C'est un fan des Niners. Il est content de jouer pour nous. Moi, j'avais des gros doutes. Pour l'avoir vu aussi un petit peu jouer à l'université, j'avais des gros doutes quand on l'a sélectionné. J'étais pas sûr que c'était le bon choix. Et surtout, en plus, quand on le sélectionne juste quelques choix après Justin Jefferson, j'avais vraiment mal. C'est pas Justin Jefferson, c'est clair. Mais il est largement au niveau et il fait très bien le travail. Contrairement à Deebo Samuel, le jour où il faudra le prolonger, il va pas faire chier parce que c'est le club où il rêvait de jouer. Donc il devrait être assez tranquille là-dessus et je suis très content du niveau qu'il a montré cette année comme vous tous. Le joueur suivant, c'est un joueur pareil que j'adore, Monsieur Jawan Jennings, Sirden Jawan. 35 réceptions, 416 yards, 11,9 yards par réception. Un seul touchdown, ça c'est peut-être le petit point noir, mais je vais commencer là-dessus. Très content de la saison qu'a fait Jawan Jennings une nouvelle fois. Il confirme tout le bien qu'on pense de lui, c'est à savoir un mec drafté au 7e tour, certes avec un talent au-dessus du 7e tour et qui avait baissé à cause de problèmes de comportement. Ces problèmes de comportement ont disparu, il a grandi, c'est devenu un adulte, aucun problème de comportement, des mains sûres, sûrement peut-être le meilleur receveur de la ligue sur 3e tentative, une sécurité sur 3e, voilà, l'exemple typique de ce que doit être pour moi un receveur numéro 3. Loïc, t'en as pensé quoi de Jawan? Kevin aime bien rappeler que je doutais de lui la saison dernière. Alors, Effectivement. c'est peut-être un grand mot. Non, j'ai compris à soulever parce que je sais qu'il allait le dire. et pour moi, juste ce que je lui reprochais, enfin, je lui reprochais rien. Juste l'année dernière, je trouvais qu'on s'enflammait sur lui parce qu'il avait fait 2 bons matchs
contre les Rams en week 18 et contre les Cowboys pas en bye week, en wildcard. Et là, il a juste confirmé son bon niveau, quoi. C'était pas juste un one game wonder ou un two game wonder, je sais pas si ces termes existent. C'est un receveur 3 d'un bon niveau. Et ouais, comme tu as dit, Elliot, il a tout ce qu'il faut pour ça. Donc très content, et on aura l'occasion de reparler de lui pendant l'intersaison, puisqu'il a été drafté il y a 3 ans, et qu'on refera le débrief de la draft 2020. Kevin? Bah, moi, c'est un joueur que j'adore déjà depuis un moment. Même avant qu'il joue, j'avais beaucoup d'espoir sur lui. Je savais à quel point c'était un bon joueur, mais un peu pénalisé par ses problèmes de comportement à l'université. Et j'attendais vraiment de voir si dans ce cadre, à San Francisco, il allait pouvoir s'exprimer. Je trouve qu'il s'exprime bien et de mieux en mieux. Et même au pire des cas, si Deebo Samuel devait partir prématurément, j'aurais absolument aucune inquiétude à avoir ce gars-là en receveur numéro 2. Je pense qu'il peut vraiment s'exprimer et encore passer un cap supplémentaire. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'était assez amusant de le voir comment il s'est chauffé avec Tariq Woolen, le cornerback des Seahawks, sur les réseaux sociaux, où il taxait Tariq Woolen de pouvoir s'exprimer que dans un certain type de schéma. Et Tariq Woolen lui a dit de continuer à bloquer et de cirer le banc. Et un fan a mis la vidéo de sa réception face sur la tête de Tariq Woolen en playoff. C'était quand même assez drôle à voir. Mais ouais, très content d'avoir un receveur numéro 3 de ce niveau-là. Olivier? Ouais, voilà, en fin de saison dernière, Loïc n'était pas d'accord. On avait trouvé qu'il avait fait des bons matchs. On s'attendait à une confirmation. Lui, il a confirmé qu'il était un très bon numéro 3. Et pour donner raison à Woolen, qui dit qu'il continue à bloquer, ouais, mais oui, qu'il continue à bloquer. Parce que quand il bloque, il est intense. Et ça nous fait un joueur de plus pour dans nos schémas de jeu, qui est capable de mettre des blocs. Alors, si tu mets lui, qui est receveur, tu ajoutes Yuchi, tu ajoutes Kittle, ça commence à faire beaucoup de monde, et c'est clair que ça crée des brèches fabuleuses. Il a compris son rôle, il a accepté sans rechigner. Très 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 bonne saison d'un joueur en devenir. Mais qu'on laisse les autres équipes sous-estimer l'importance des bloqueurs. Nous, on fait des yards après réception, eux pas. Donc voilà. C'est clair. Le joueur suivant, évidemment, là-dessus, on va commencer par Olivier, parce que c'est une de ses idoles, une de ses nombreuses idoles. Là, c'est pas une idole de niveau de jeu, mais juste une idole de prénom, et moi je dis pourquoi pas. C'est Ray McLeod. Ray McLeod, 14 réceptions, 243 yards, un touchdown, également 4 courses, 78 yards et un touchdown. Et puis également beaucoup de présence en équipe spéciale. Olivier, est-ce que tu as été heureux de la saison de ton chouchou Ray McLeod? Alors, je rappelle qu'il faut porter beaucoup de respect à Réré, parce que c'est important d'avoir un Réré dans son équipe. Ça, c'est le premier point. Après, plus sérieusement, vous l'avez critiqué en début de saison parce que c'était pas terrible au niveau des relances de coups de pied. Et il nous a pas dégueulé beaucoup de ballons en comparaison de ce qu'on a vécu ces 5, 10, 15 ou 20 dernières années. Ça, c'est un point positif. Quand on a eu besoin de lui sur le terrain en tant que receveur, il a assuré le steak. Il n'a pas fait trop de bêtises. Quand il a fallu courir, il a réussi à mettre un touchdown de fou. Voilà, je pense que c'est un joueur qu'on ne paye pas des milliards, mais qui fait son boulot. Et dans ce rôle de couteau suisse, receveur 4, 5, en fonction des périodes 2 ou 3, moi, je trouve que c'est un joueur de complément parfait. Et en plus, avec un prénom pareil, il faut que le garder. Kevin? Ouais, bah, tu nous taxes de l'avoir critiqué en début de saison, mais c'est parce qu'il était très largement critiquable sur ce qu'il avait fait dans son tout début de parcours. Après, il s'est repris. Mais oui, après, il s'est bien repris, il nous a fait des bons retours, et oui, c'est devenu le meilleur retourneur qu'on ait eu sur 10-15 ans, sûrement. Donc c'est génial, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes aujourd'hui qui sont capables d'avoir des retourneurs qui font des grosses performances et qui peuvent t'amener sur les 35, sur les 40, voire plus. Oui, je pense que si on enlève Christian McCaffrey, c'est probablement la meilleure recrue qu'on ait fait pendant l'intersaison, et c'est cool d'avoir pu améliorer ce secteur-là qui était quand même très déficient, le secteur du retour de coups de pied. Loïc? Moi, je vous rejoins sur le côté return, et juste pour ajouter, à la réception, c'est de très loin celui qui fait les réceptions les plus longues en moyenne. Et c'est toujours bien d'avoir une arme comme ça dans ton groupe de receveurs, parce que je vois pas qui d'autre Danny est Gray. un spécialiste. Ouais, Danny Gray. On en reparlera, j'imagine, juste après. Mais Danny Gray n'a pas confirmé pour l'instant, donc c'est très bien d'avoir McLeod qui sait faire ça, en plus de retourner les punts et les kicks.
Ouais, je suis d'accord avec vous sur RR et surtout, je reviens sur ce que tu as dit, Loïc. Je suis d'accord que c'est pas juste un retourneur, c'est un très bon retourneur, surtout sur la fin de saison. Le début de saison, désolé Olivier d'avoir critiqué ton chouchou, mais son début de saison était quand même assez moyen, je trouve. Et il s'est bien rattrapé derrière, c'est ce qu'on demande aussi à un joueur. Et comme tu l'as dit, Loïc, c'est aussi un super gadget, quoi. Parce que non seulement il est capable d'attraper des longs ballons parce qu'il a des jambes de feu, mais il est aussi capable de faire quelques courses. On en a vu des belles également. Donc moi, je suis pour qu'on... Enfin, de toute façon, on va le garder, mais je suis très heureux de ce qu'il a donné. Le joueur suivant, bah, vous l'avez cité, c'est un rookie dont on n'a pas vu grand-chose. C'est Danny Gray, une seule réception pour 10 yards et une course pour 9 yards. Moi, je vais résumer Danny Gray sur deux choses, des jambes de feu et des mains en mousse. Voilà. Loïc, toi, tu étais très content quand on l'a récupéré à la draft parce que tu voulais un receveur rapide. T'en as pensé quoi sur cette première saison? Bah, j'en ai rien pensé puisqu'on l'a quasiment pas vu. Maintenant, j'imagine, à mes yeux, quand on voit pas un joueur, c'est pas qu'on peut pas se faire d'avis, c'est qu'il y a la plupart du temps, parce que Aaron Banks prouve le contraire, mais la plupart du temps, c'est que le coaching staff est pas convaincu par un joueur. Après, sur ce poste-là de receveur, c'est quand même assez particulier, c'est qu'il n'y a pas autant de turnover que sur d'autres postes, mais c'est vrai que s'il n'a pas quand même eu, notamment dans des garbage time où un mec comme Mason a eu beaucoup de temps de jeu, c'est peut-être que la question se pose, c'est sûr. C'est ça, voilà. Kevin? Je regardais un peu ses stats rapidement. Bon, c'est qu'une réception pour 10 yards, mais c'est 7 targets. Ça veut dire qu'il en capte Oui, que une. j'allais le rajouter, ouais, effectivement. Il en capte que une sur 7. Donc, il a clairement pas gagné la confiance de Shanahan cette saison pour avoir un petit peu de temps de jeu. Après, à sa défense, je pense qu'il était particulièrement adapté au jeu de Trey Lance et que quand Trey Lance s'est blessé, il a aussi perdu cette petite connexion-là qui aurait pu se faire entre les deux. Mais bon, il est jeune, il est rapide, il va continuer à courir vite, donc je vois pas pourquoi ça s'améliorerait pas. On se rappelle que Brandon Ayuk avait quasiment pris la porte à sa deuxième saison chez nous avec Shanahan, et puis finalement il est revenu et on sait le joueur qu'il est devenu aujourd'hui. Que je suis pas plus inquiet que ça, mais c'est dur d'avoir un avis sur lui cette saison. Olivier? Ouais, moi, alors, au niveau de. Je ne me fais aucun avis sur ce petit bonhomme. Par contre, il y a un truc, quand tu dis qu'il a fait 1 sur 7, il faut voir aussi que les ballons qu'on lui envoie, c'est vas-y, cours devant, je t'envoie un missile. Et c'est des passes de 50 ou de 45 yards. Donc, c'est sûr que c'est pas facilement attrapable non plus, quoi. Surtout qu'on n'a pas les quarterbacks les plus précis sur le jeu long. Ouais, voilà, en plus de ça, ou alors que c'est pour ça que je ne vais pas le juger. Donc, c'est un coup d'épée dans l'eau, on verra l'année prochaine. J'ai 3 autres noms qui, selon Pro Football Référence, ont joué des matchs cette saison pour les Niners. Je vais vous faire les 3 noms et puis quelqu'un me dit s'il a quelque chose à rajouter sur ces mecs-là. C'est des mecs qui ont joué mais qui n'ont aucune stat. Ty Martin, Willie Snead et Malik Turner. Voilà. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter là-dessus? Que quelqu'un les connaît. Bah, Willie Snead, il a eu une belle carrière au Oui, Saints pardon, quand même. pardon, Il a fait une carrière, Willie Snead, mais c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose. Messieurs, quel a été votre receveur préféré cette saison? Brandon Ayuk. Ayuk. Et Ayuk également. Je pense que ça va être... sur tous les postes, hein. Il y a de fortes chances, effectivement. On va passer au poste suivant. Le poste de tight end, évidemment. Bon, le premier nom, il est assez simple. Monsieur George Kittle. 60 réceptions, 765 yards, 11 touchdowns. Que dire sur George Kittle, à part qu'il est toujours aussi fantastique. Là, je vous ai juste parlé de stats, mais on n'oublie pas que c'est un bloqueur aussi absolument formidable. Mais que, en plus, surtout sur la fin de saison, il a de nouveau retrouvé son importance en réception. Donc voilà, toujours aussi fan du personnage, en plus d'être fan du joueur. S'il y a un mec dans cette équipe avec qui j'ai envie de boire une bière, c'est lui. Voilà. D'ailleurs, non, je pense que même boire une bière avec George Kittle, c'est pas suffisant à mon avis. Aller en boîte avec George Kittle. Soirée karaoké avec George Kittle. Oh là là, quel bonheur, quel bonheur. Olivier, t'en as pensé quoi de la saison de Monsieur Georges? Alors voilà, déjà, tout à l'heure, vous disiez, mon joueur préféré l'année dernière, c'était un tel. Moi, ça fait quelques saisons que mon joueur préféré, c'est lui. Parce qu'il représente ce que j'aime chez un joueur de football américain. Je ne vais pas refaire toutes les éloges que je fais sur ce gars depuis semaine après semaine. Et il faut voir. On en a en plus bien parlé dans le dernier podcast. Voilà. Tu as dit 60 réceptions.
60 réceptions, il faut savoir qu'il a fait 0 drop. Voilà, juste on positionne l'affaire. Les 60 ballons qui ont été lancés, il les a récupérés, les 60. Voilà, donc c'est bien, c'est propre. Il y a eu 86 targets, mais les 26 passes non captées, c'est des mauvaises passes. Voilà, il a fait 0 drop. Ce mec est un phénomène. Il a des mains exceptionnelles, il bloque, il est fun. Voilà, c'est George Kittle, c'est joueur hors norme et comme je le répète semaine après semaine, quel bonheur de l'avoir chez nous à San Francisco. Et puis tu parlais juste de pas de drop. Quand il y a une passe qui normalement doit être dropée, il nous fait du jonglage comme s'il était au Cirque Bouglione et il la rattrape. C'est absolument formidable. Loïc, toi t'en as pensé quoi Oui. Juste je rajoute un petit truc. Il fait partie aussi de ces joueurs très particuliers. Il fait partie de ces joueurs qui élèvent leur niveau de jeu plus la compétition devient difficile. Et ça prouve vraiment sa valeur parce que c'est facile de gagner contre des petits tout. Lui, il progresse match après match et quand ça commence vraiment à compter, c'est là où il est le plus fort. Loïc ? On en a déjà beaucoup parlé déjà la semaine dernière, pendant la saison et maintenant vous deux. J'ai pas énormément à rajouter, mais je vois quand même que c'est notre meilleur marqueur de touchdown cette saison à la réception. Peut-être même au total, je sais pas, j'ai pas vérifié. Et si je dis pas de conneries, il marque 2 touchdowns, 4 matchs de suite en fin de saison. Donc ouais, c'est un monstre. Et pour moi, non seulement il a su s'adapter à tous nos quarterbacks, sa connexion avec Brock Purdy est encore plus impressionnante que celle avec Garoppolo à mes yeux, alors que déjà avec Garoppolo c'était très intéressant. Donc j'ai hâte de voir si ça va durer. Et pour moi, il a fait sa meilleure saison en carrière. Je sais pas si vous êtes d'accord. Avant de donner la parole à Kevin, je suis pas forcément d'accord là-dessus. Il a fait beaucoup de réceptions, mais il a quand même des saisons absolument à plus de milliards, etc. Donc pour moi, c'était peut-être un petit peu au-dessus. Mais il a beaucoup bloqué cette année. Non, mais je suis d'accord, mais il a fait une grande saison, mais je pense que certaines saisons étaient peut-être meilleures. Kevin ? Ouais, en nombre de touchdowns, en tout cas, c'est sa meilleure saison, mais effectivement, je suis assez d'accord avec Elliott, il y a peut-être eu des saisons encore au-dessus de ça. Mais ouais, c'est un joueur fantastique, la personnalité est incroyable, le niveau, il est toujours au rendez-vous, peu importe ce qui se passe. Quand l'attaque allait pas bien, et que la ligne prenait l'eau, il s'est mis au diapason, il est parti se donner un coup de main à la ligne pour donner des opportunités à ses coéquipiers. Il s'intéresse pas à son petit moi et à ses petites stats, il fait ce qu'il faut pour que tout le monde produise. Qu'est-ce que vous voulez, on a le joueur parfait pour une équipe, tout simplement, et en plus il est capable de l'apporter. Ce fameux match face aux Cowboys en playoff qu'on peut perdre plusieurs fois, c'est lui qui le fait tourner avec sa réception venue d'ailleurs parce qu'il élève son niveau de jeu dans les grands matchs, et voilà. Donc non, c'est un joueur incroyable, c'est le visage de la ligue. J'aimerais qu'on lui fasse un contrat à vie pour qu'il devienne ambassadeur de la franchise après sa carrière. J'aimerais qu'il soit toujours là, toujours dans le stade, toujours présent pour motiver le monde, qu'il vienne parler aux joueurs quand il sera à la retraite, qu'on ait toujours un petit George Kittle quelque part pour nous aider. Moi, je rêve, quand il prendra sa retraite, de le voir assis à côté de Jerry Rice dans les tribunes en train de célébrer les touchdowns. Ça peut être absolument grandiose. Joueur suivant. Alors, à la base, je voulais prendre l'ordre du depth chart, mais je sais que ça va en faire pleurer un. Du coup, je vais prendre l'ordre de l'amour. Ross Dwelly. Ross Dwelly, cette saison, 3 réceptions, 105 yards, 1 touchdown. Pas grand-chose à se mettre sous la dent, mais peut-être une nouvelle déclaration d'amour de Kevin. 3 réceptions, 105 yards, c'est des stats de MVP, tout simplement. Mais non, mais Kyle Shanahan nous prive de ce bijou absolument fabuleux en tight end numéro 2 pour mettre son drop man habituel, Charlie Warner ou Tyler Kroft, qui se font un plaisir de confirmer le fait qu'il drop des ballons à chaque match. Mais que voulez-vous, je ne comprends absolument pas ce choix. Mais c'est le choix de Shanahan et j'ai peur que Ross Dwelly finisse par nous quitter, malheureusement. Mais bon, je pense que ça serait un formidable tight end 2, mais qui n'a pas suffisamment sa chance avec Kyle Shanahan. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter sur Ross Dwelly ? En tout cas, on te souhaite pour le plaisir de Kevin que Ross Dwelly reste chez nous. Le suivant, Tyler Kroft, 4 réceptions, 57 yards. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter, à part Kevin qui pourrait cracher sa haine sur un autre joueur qui prend la place de Ross ? Vas-y, Kevin. Non, mais je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur Tyler Kroft. Moi, personnellement... J'ai aucune envie de commenter les autres tight ends de toute façon. Non, mais Tyler Kroft, il est là. Voilà. Question très importante. Oui. C'est lui qui fait les air blocks
Oui, Oui. c'est lui. C'est lui. Voilà, donc il est vraiment très très mauvais, lui. Parce que on a une équipe où il y a un système de blocs dans tous les sens et c'est le seul qui fait des air blocs. Donc quand il est sur le terrain, on sait qu'une action ou deux, il va complètement rater son assignation, on va se prendre la foudre et 9 fois sur 10, c'est pour lui. Donc voilà, donc Tyler Croft, on peut le virer lui aussi. Ça lui D'ailleurs, aura les permis gars- d'entrer son nom dans l'histoire, je pense. On s'en souviendra tous comme le gars qui a pas protégé Purdy en finale de conf. Même Oui, si c'est la plutôt question que j'allais, faute de c'est la Shanahan. question que j'allais poser. Est-ce que c'était lui qui était en assignation sur Hassan Reddick? C'était lui. C'était Ok. lui. Je Après, pense après, que ça s'appelle de jeu de Shanahan pour le coup. je pense que dans la famille Croft, Lara aurait mieux protégé Brock Purdy. Joli. Oui, bien sûr. Et enfin le dernier, Charlie Warner, 0 réception sur 2 targets, merci d'être passé. Et puis c'est même pas le meilleur Warner de la franchise. Oui, enfin en même temps être meilleur que notre Warner, c'est compliqué. Bon bah messieurs, on va faire ça rapidement. J'ai un doute sur la réponse de Kevin, mais pas sur celle des autres. Qui a été notre meilleur tight end cette saison? Non, George Kittle, évidemment. Évidemment. Numéro 85, George Kittle. George Kittle. Enfin, on va passer sur la ligne offensive. On va faire un tir groupé. On va pas faire qui est tackle, qui est guard, qui est centre parce que c'est un petit peu le bordel. Il y aura pas de stats là-dessus parce que y a pas de stats vraiment sur les tackles ou des stats avancées, mais que je suis pas allé forcément chercher. Le premier, évidemment, c'est le patron de notre ligne offensive, Trent Williams. J'ai pas forcément de stats. Tout ce que je peux vous dire là-dessus, c'est qu'il a encore été classé le meilleur tackle de la ligue par Pro Football Focus. Donc voilà. Il a le meilleur grade, une nouvelle fois, il est toujours aussi solide, voilà. Il se fait vieux, certes, mais il est toujours là, il est toujours présent, il est toujours aussi fort. Donc on est très 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 heureux de l'avoir. C'est une assurance tout risque pour un quarterback, surtout un jeune. Olivier, t'as pensé quoi de la saison de Trent? Trent Williams, il a eu quelques difficultés. Pas beaucoup, mais lui, le problème, c'est que quand lui, il a des difficultés, ça se voit directement. Parce qu'on est tellement habitué à ce que le côté blindside, il se passe rien. Il peut mettre qui vous voulez, il se passera rien. Que quand il s'est fait il y a 2 matchs, je crois que c'est le match à Denver où il se fait complètement battre et où Garoppolo il fait le fameux safety dont nous a parlé à longueur de saison Loïc, mais quand il était là. Donc pas si souvent que ça. Ouais, voilà, c'est pour ça. Et il y a cette action-là, et je crois que c'est le match aussi, si je dis pas des bêtises, contre les Chiefs où ça n'a pas été terrible, mais à partir de là, on a. Après pour contre les Chiefs, tout le monde a pris l'eau. Ouais, voilà, donc c'est. Même la défense, Qatar. Voilà, c'est pour ça que bon, c'est vraiment un match. Je mettrais un match à part, sinon pour le reste, ce mec est exceptionnel. Ce mec est un phénomène. On dirait que le temps n'a pas de prix sur lui. L'année dernière, il a fini la saison en étant blessé, il a des mal de partout. Cette année, il finit la saison, il était dégoûté. On ne savait pas s'il allait revenir. C'est juste une question de motivation. Et il est fait pour être left tackle. Et je crois que toute sa vie sera left tackle. Voilà. Loïc? Pour moi, c'est un top 3 joueur de la ligue, tout poste confondu. C'est un monstre. Il est parfait, que ce soit dans le run block ou dans le pass pro. Et j'espère qu'il va pouvoir durer encore au-delà de cette saison-ci, enfin au-delà de 2023, encore 1 an ou 2, j'en doute, mais j'espère que oui. Et qu'est-ce que je voulais dire encore? Et pour moi, ça fait 2-3 ans que notre deuxième meilleur lineman offensif, c'est notre left guard. Et il est peut-être pas pour rien. Parce que Aaron Banks, il n'a pas joué un seul snap, ou 4 snaps la saison dernière. Là, il arrive et c'est notre deuxième meilleur lineman offensif pour moi, on va en parler. Donc pour moi, Trent Williams, il est pour quelque chose. Kevin? J'ai vu une stat cette semaine qui disait que sur les 10 dernières années, il a été élu 5 fois meilleur lineman de la ligue. Ça vous classe un homme, et puis c'est pas juste avec nous, c'est aussi avec feu les Redskins qui étaient quand même une autre paire de manches à protéger. Ouais, c'est un joueur exceptionnel, c'est un bonheur, et je trouve que en tant que franchise, on peut s'estimer heureux d'avoir vu les 15 dernières années un enchaînement entre Joe Staley et Trent Williams à ce poste. On est très 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 chanceux. Quand il va prendre sa retraite, va falloir se mouiller la nuque. T'en as parlé un petit peu, Loïc, autre joueur de la ligne offensive, Aaron Banks, super saison également. J'ai envie de commencer évidemment par
par Kevin, qui nous avait annoncé une grosse saison d'Aaron Banks, même si on aurait pu le voir, je pense qu'on ne le voyait pas forcément à ce niveau-là. Kevin, est-ce que tu es content que ta prédiction soit presque réalisée? Il n'a pas été Pro Bowler, mais il aurait pu l'être, ça n'aurait pas été un scandale. Bah, évidemment, très content. Dans le flot de doute du début de saison, je suis content d'avoir cru en Aaron Banks. Il a fait une saison incroyable. Même au-delà de mes espérances, je m'étais amusé à pronostiquer un Pro Bowl pour exagérer un peu, mais je m'attendais clairement pas à ce qu'il performe à ce point, surtout d'un joueur qui a été drafté au 2e tour et qui finalement n'a pas joué du tout en saison rookie. On pouvait se permettre d'avoir quelques doutes, mais c'est le left guard du futur. Ça va être le titulaire à ce poste, je pense, pour de longues années, et on sait à quel point c'est dur de trouver des titulaires durables sur une ligne offensive. Très content de la saison d'Aaron Banks et que le staff se soit pas trompé sur ce coup-là. Loïc? Moi, j'étais dans ceux qui doutaient de lui. Genre, j'avais dit en début de saison, enfin, limite, je me moquais de Kevin quand il annonçait Pro Bowler. Parce que, pour moi, enfin, je l'ai dit pour Danny Gray, pour moi, quand tu as un mec qui joue pas de toute la saison alors qu'il est dans le roster et qui se blesse pas, enfin, il s'est blessé quand même, mais il était là la plupart de la saison, c'est que le coaching staff n'y croit pas et qu'il y a des raisons qu'ils n'y croient pas. Et cette saison, lui, il prouve le contraire. Il prouve que je peux avoir tort sur ce point-là, contrairement à beaucoup d'autres points. Et du coup, oui, je pense qu'on a notre left guard pour les prochaines saisons. Et voilà, j'ai pas grand-chose d'autre à rajouter. Olivier? Non, je suis désespéré par Loïc, mais bon. Le mec, il s'auto-congratule, mais bon, moi. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais. Quand vous réécouterez l'émission, les enfants, vous vous rendrez compte à quel point il est exceptionnel. Donc oui, moi je faisais partie des mecs qui avaient aucun a priori parce que je ne pars pas du principe qu'il joue, il joue pas, parce que non, la NFL c'est à maturation lente. Il y a des postes en particulier où ça prend du temps. L'année dernière, il a appris le système. C'est ce qu'on disait en début de saison avec Kevin. Il a appris l'année dernière. Il y avait à sa place Laken Tomlinson qui faisait plus que le taf. Cette année, il joue à côté du Singe argenté, comme c'est le surnom de Trent Williams, qui a fait son rôle. Qui a fait son rôle de mentor. Partant de là, on a un super joueur et oui, on est parti pour de longues années avec lui. C'est très très bien. On a left tackle, left guard au top niveau et pourvu que ça dure. Oui, je suis d'accord avec vous. Moi, je faisais partie de ceux qui n'avaient pas forcément compris sa sélection à la draft à l'époque. Je le connaissais pas pour le coup, mais moi, il y avait un nom au poste qui me hypait beaucoup. Preuve, encore une fois, que c'est bien que ça soit pas moi qui fasse la draft et que ça soit les patrons, puisque moi, j'étais très hypé sur le garde d'Ohio State, Wyatt Davis. Résultat, Wyatt Davis, en 2 ans, il a joué chez les Vikings, les Saints, les Cardinals et les Giants. Donc voilà, le pif. Non, ouais, super, vous avez déjà tout dit. Il a fait une très belle saison. On s'attendait pas à ça et puis on est heureux pour l'avenir. Et puis, faudra, de toute façon, la question, je pense, dans les années à venir, ce sera les questions des tackles, puisque notre intérieur, même si on aura peut-être des questions sur le centre, on va passer là-dessus. Le centre, Jake Brendel. Pour moi, la question autour de son jeu se pose encore, même s'il m'a agréablement surpris. Je ne serais pas surpris s'il était titulaire l'année prochaine et je pense que ce ne serait pas non plus immérité, même si la question peut se poser de savoir si on prend un centre ou pas. Mais moi, je m'attendais absolument à rien et je m'attendais même à des mauvais matchs et au final, il a sorti une saison plus qu'honnête. Il a mérité cette titularisation, il n'a pas fait trop de conneries, donc pour le coup, une plutôt bonne saison de sa part de Brendel. La question va se poser avec celle des tackles aussi. Pour l'avenir, mais en tout cas plutôt content de la saison de Brendel. Kevin, toi, t'as pensé quoi de la saison de Jack Brendel? Alors moi, je trouvais particulièrement dur certains avant la saison sur Jake Brendel, notamment Gonzague qui en faisait une catastrophe ambulante avant même qu'il ait posé un pied sur le terrain. Je trouvais que c'était un joueur qui n'avait pas vraiment eu sa chance encore, donc je demandais à voir. Et je trouve qu'on a vu. Je milite quasiment pour qu'on le garde et qu'on le signe pour plusieurs années et qu'on en fasse notre titulaire pour un petit moment. J'ai rien à lui reprocher. J'ai trouvé qu'il faisait le boulot. Alors après, ça reste un gars de ligne. C'est compliqué d'avoir un avis définitif parce qu'il n'y a pas de stats, il n'y a pas grand-chose pour se faire une idée définitive. Mais moi, je veux qu'il reste titulaire dans cette ligne la saison prochaine, au moins la saison prochaine. Loïc? Moi, j'ai pas forcément un avis étoffé sur Jake Brendel parce que je regarde pas beaucoup la O-line, honnêtement.
Mais comme Elliott et Gonzague, je m'attendais plutôt à une catastrophe qu'à des bons résultats. Je pense que c'est quand même notre moins bon titulaire, mais il a fait le taf, quoi. Ça n'a pas été la catastrophe qu'on pensait que ce serait, au même titre d'ailleurs que tout l'intérieur de notre ligne offensive, qu'on attendait cataclysmique et qui a été potable. C'est ce qu'on en attendait. Olivier? Ouais, pour répondre encore à Louis, quand tu dis qu'on attendait cataclysmique, c'est toi qui attendais ça. Nous avec Kevin, en début de saison, on n'était pas foncièrement inquiets. Quand tu as trois mecs qui n'ont aucune saison titulaire derrière eux, bah, il y a quand même de quoi s'inquiéter, de quoi se poser des questions. Pas, voilà, ça c'est ton point de vue. On va pas repartir là-dessus. Mais moi, je te dis, il a remplacé. On avait Mac qui avait fait quelques jolies saisons avec nous, qui était en fin de carrière. Là, on a récupéré ce Brendel. Vous dites à juste titre qu'il n'y a pas de stats pour les joueurs de ligne. Et ce qu'il y a de dramatique pour ces mecs-là, c'est que ils peuvent faire 80 snaps parfaits. Il va y avoir sur le 81e un sac, on va retenir que ça. Donc, c'est vraiment ces postes-là, les postes de O-line, c'est vraiment horrible parce que c'est vraiment un travail de l'ombre et du moment qu'on ne les voit pas, c'est plutôt bon signe. J'ai pas l'impression que Brendel nous écouterait des pénalités. J'ai pas l'impression qu'il a mené des faux départs. Partant de là, pour moi, un centre, ça suffit. Hein. C'est ce qu'on lui demande. Que les snaps, en plus, très honnêtement, il a eu 4 mecs accrochés à son numéro qui était différent, aussi bien au niveau de la taille qu'au niveau des déplacements. Franchement, j'ai trouvé que c'était très bien. Si on arrive à le signer pour un salaire, après, parce qu'il faut aussi réfléchir à ça, si on le signe pour un salaire pas déconnant, je suis totalement d'accord avec Kevin pour le garder sur du long terme. Le suivant, c'est un rookie, Spencer Burford. Moi, je vais dire très clairement, Spencer Burford, c'est la bonne surprise pour moi. Parce que c'est un rookie, c'est un mec qui jouait tackle à l'université. Après, on savait qu'il allait passer garde, mais moi, je n'imaginais pas qu'il pourrait, dès sa saison rookie, être un garde droit titulaire solide, même s'il a pas mal partagé son temps de jeu avec Brunskill. Mais moi, bonne surprise. Bonne surprise et puis joueur d'avenir, paire de garde de genoux qui tiennent la route, donc j'ai été très content là-dessus. Loïc, toi, t'en as pensé quoi de Spencer Burford? Bah, quand un rookie s'impose comme titulaire dès sa première saison, c'est forcément positif. Et comme lui, c'est un 4e tour, bah, c'est notre rookie de l'année hors Brock Purdy pour moi. Et comme Banks et Brendel, des satisfactions auxquelles perso je ne m'attendais pas. Kevin? Ouais, vraiment impressionné qu'un rookie du 4e tour puisse s'imposer sur une ligne offensive qui, comme l'a dit Olivier, est un poste à maturation quand même assez lente habituellement. C'est un gars qui débarque d'à peu près nulle part au 4e tour, qui s'impose en tant que titulaire, qui est efficace, qui a rien à lui reprocher sur toute la saison ou presque. On a un titulaire, encore une fois, pour de nombreuses années, je pense, à moins qu'il s'écroule totalement sur la confirmation d'une année rookie, quand on le sait, est toujours un cap assez important pour un joueur. Mais je suis pas vraiment inquiet. C'est encore un joueur qu'on doit avoir titulaire la saison prochaine. Olivier? Ouais, un peu comme tout le monde. Vous savez que je suis pas à la draft, donc j'y comprends rien. Voilà. Moi, le mec, après, tout ce que je vois, c'est qu'on a quand même récupéré des mecs depuis des années au 4e, 5e, 6e, et même 7e tour. Peut-être qu'ils travaillent bien aussi, peut-être que les gars qu'on a à San Francisco, comme je m'évertue à le dire depuis des semaines, travaillent de façon cohérente et logique. Voilà, alors pour pas qu'ils soient trop bon, ils prennent un running back au 3e tour, ok. Mais sinon, pour le reste, voilà, quand tu vois Banks l'année dernière, Burford cette année, Ufanga il y a 2 ans, on peut remonter comme ça pendant un moment. Il y a quand même pas mal de bons choix qui ont été faits à la draft. On en avait parlé en début de saison que cette ligne, elle était expérimentale avec un joueur en dernière année de son contrat, un rookie, 3 nouveaux joueurs et quelqu'un excessivement bien payé. On fait des économies à ce niveau-là, c'est pas mauvais non plus, quoi. Franchement, Burford, c'est belle. Moi, comme vous, Burford, Banks, mais même Brendel, moi, je garde les 3 pendant les moments. Il y en a 2 qu'on paye pas cher, et Brendel, si on arrive à pas le payer cher, c'est tout bénef. Là où on fait pas d'économie, c'est sur le poste de tacle droit. Mike McGlinchey qui a été notre titulaire, on en a beaucoup parlé tout au long de la saison. Loïc, toi qui as été très critique sur
sur McGlinchey assez vocalement, que ce soit dans le podcast ou sur Twitter. T'en as pensé quoi au global de la saison de notre numéro 69? Je trouve qu'il a été bien meilleur en deuxième moitié de saison qu'en première moitié de saison. Maintenant, quand je regarde McGlinchey, je vois un type qui, en 5 ans de contrat rookie, si je dis pas de conneries, il est encore sur contrat rookie, a fait peut-être sa meilleure moitié de saison en fin de contrat rookie. Et j'espère que c'est pas comme Deebo Samuel, un piège presque du gars qui est surmotivé parce qu'il veut son nouveau contrat, parce il sait qu'il peut toucher 17 millions cette intersaison. Et donc, ouais, je suis pas convaincu. Maintenant, il n'y a pas beaucoup d'autres options à la free agency, donc je sais pas où on va au poste de tackle droit, mais je reste pas convaincu par McGlinchey. Olivier? Oh, écoute, McGlinchey, il a fait une saison correcte. Après, c'est toujours pareil. C'est vrai que lui, il y a la comparaison avec de l'autre côté avec Trent Williams. Il y a une différence monumentale. Après, les trois autres, ils coûtent rien. Donc, il y a aussi ce rapport qui rentre en ligne de compte. Après, il n'est pas si mauvais que ça. On aime bien lui taper dessus. C'est devenu un peu une marotte. Mais bon, tout va dépendre du prix auquel on va le payer. C'est surtout ça. Voilà. Après, 17 millions la saison, moi, c'est no way. Mais qu'est-ce qu'il y a sur le marché à l'heure actuelle? Donc voilà, est-ce qu'on va c'est vraiment ma seule question. Après, c'est pas le meilleur joueur de la ligne, mais c'est pas non plus le pire joueur de la ligue tout court. Kevin? Pour moi, c'est exactement l'image de ce qu'a dit Olivier tout à l'heure en disant que sur la ligne offensive, tu peux faire 80 bons snaps, personne ne dit rien et tu fais un mauvais et puis tout le monde te tombe dessus. McGlinchey, c'est exactement ça. Il fait une erreur sur 50 ou 60 snaps et puis tout le monde lui tombe dessus, tout le monde l'insulte, tout le monde veut sa peau. En attendant, quand on fait le palmarès des left tackle, left tackle, non, right tackle, Right. pardon. Ouais. Il y en a pas beaucoup au-dessus de lui, quoi. Il y en a pas 7-8, c'est certain. Donc on a un bon joueur. Après, s'il demande 15 millions par saison, bah désolé, mais on a d'autres joueurs plus importants à payer. Après, il y a une petite rumeur aujourd'hui qui parlait du départ de Tyler Lohan des Titans et qui serait potentiellement d'accord de changer de côté. Donc pourquoi pas, ça peut être une solution, mais moi, dans l'idéal, j'aimerais qu'on conserve la ligne intacte pour la saison prochaine parce que j'en suis très satisfait. Ce sera le sujet de toute façon du podcast Free Agency, mais dans l'ensemble, je suis d'accord avec vous. J'ai été aussi également, comme Loïc, assez critique envers Mike McGlinchey en début de saison. Comme tu l'as dit, Loïc, la deuxième partie de saison a été bien meilleure. Il y a très peu d'erreurs, peu de flags. Dans l'ensemble, tout mieux, en deuxième partie de saison en tout cas. Tout mieux de toute façon, mais la question, vous l'avez dit, de son contrat se pose, surtout que les 15 millions, peut-être qu'une équipe va lui offrir, ça je peux pas l'assurer, mais il est quand même classé dans les bons, dans les free agents les plus attirants de cette saison, et sûrement le free agent de ligne offensive le plus attirant de cette intersaison. Donc à voir. Kevin, tu parlais les moyens de lui donner 15. Enfin bon, c'est une autre question avec le contrat de Bossa, faudra voir, etc. Mais on se posera la question un peu plus tard. Et tu parlais de Tyler Lohan, Kevin. Moi, de ce que j'avais lu, il pensait peut-être aussi à prendre sa retraite, donc à voir. En tout cas, même si imaginons on signe Lohan, ce ne sera pas une solution d'avenir et ça pourrait nous faire un petit peu comme Alex Mack. On verra bien, on n'en sait rien aujourd'hui. Tout ce que je retiens, c'est que moi je suis plutôt d'accord avec Loïc sur le fait que le mec se réveille en 5e année de contrat rookie et espérons qu'il ne fasse pas une Deebo Samuel. Le reste de la ligne, il y a peut-être des noms un petit peu moins marquants. Il y en a quand même un principalement qu'on a pas mal vu sur le terrain, c'est Daniel Brunskill qui a pas mal alterné sur certains moments avec Spencer Burford en tant que garde droit. J'ai pas grand chose à dire sur lui, si ce n'est que comme on l'a pas vu, c'est plutôt rassurant. Quand on voit pas un lineman, c'est que c'est plutôt rassurant. Moi, j'ai pas grand chose à dire sur Brunskill, j'ai pas souvenir de flag lancé sur Brunskill. Donc pour moi, c'est le genre de mec qu'on doit garder en 6e homme de la ligne parce que je pense qu'il peut jouer un petit peu partout et qu'il peut dépanner correctement un petit peu partout. Voilà. Et rappelons que ces 2 dernières saisons, on a eu beaucoup de chance, je trouve, surtout sur l'intérieur de la ligne, au niveau des blessures. On n'a pas beaucoup de blessés sur la O-line comparé par exemple à la saison 2020 ou à d'autres équipes. Et donc pour les années à venir, avoir un mec aussi polyvalent que Daniel Brunskill qui s'est joué, je crois, centre, garde, tackle.
Et il Bah, peut c'est jouer parfait. sur les 5 postes, ouais. C'est ça, c'est le 6e homme parfait pour la O-line. C'est clair. Quelqu'un d'autre a quelque chose à rajouter sur Dan Brunskill? Les autres non, vous m'arrêtez. Enfin non, je vais vous dire les 4 autres mecs qui ont du temps de jeu, mais je pense que c'était sur équipe spéciale aussi. À part un, Jalen Moore, on l'a vu un petit peu jouer. C'était vraiment pas Jojo quand il a remplacé Catastrophique. Trent Williams. C'était vraiment pas terrible. Effectivement. Les autres, Colton McKivitz, Nick Zakelj et Blake Hens. C'était juste histoire de prononcer leur nom. Je sais pas si vous avez quelque chose à dire sur Bah, eux. Colton McKivitz est quand même pressenti pour prendre la place de McGlinchey si jamais il devait partir. Je sais qu'on en parlera un petit peu plus tard, mais Ok. ça, c'est le potentiel remplacement en interne. Ok, bah McKivitz, je pense qu'on en parlera parce qu'il me semble qu'il était de la draft 2020 aussi, donc on en parlera au moment de la draft. On va faire un été spécial Colton McKivitz, ça va être absolument génial. Du coup, la question, quel a été notre meilleur lineman cette saison? Peut-être plus de doutes que d'autres, j'en sais rien, je ne pense pas. Kevin? Bah, moi, j'ai envie de plébisciter Aaron Banks. J'ai trouvé que Trent Williams avait eu des légers trous. Je sais que vous avez tous cité Trent Williams, donc moi, je plébiscite Aaron Banks. Trent Williams. Trent Williams. Ouais, je suis obligé de mettre Trent Williams quand même, mais ça ne dévalue pas le superbe travail qu'a fait Aaron Banks. Et puis Brendel et Burford et McGlinchey aussi. McGlinchey peut-être un petit peu en dessous, on en a parlé. En tout cas, merci de nous avoir suivis pour ce 33e épisode, un épisode bien long, mais je l'espère agréable à écouter. En tout cas, nous, j'imagine qu'on a fait moi, en tout cas, j'ai pris du plaisir à le faire. Merci de nous avoir écoutés. Et puis, rendez-vous la semaine prochaine, on parlera de la défense, notre meilleure escouade sans aucun doute et la meilleure défense de la Ligue. On vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine et go Niners. Salut à tous. Salut tout le monde. Ciao, ciao, ciao. Come on.